Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis heureuse de vous retrouver pour un épisode aujourd'hui avec une slasheuse créative, Cécile, alias Silou Bidouille. Habituellement, les créatrices que je reçois sont plutôt spécialisées dans une ou deux choses, comme l'aquarelle, la broderie, la couture, le travail du papier. Mais Cécile, elle, a une activité multiple, plusieurs métiers qui l'éclatent. Elle est notamment coach en visibilité digitale et coach en créativité. Elle anime également des ateliers créatifs, elle crée des box créatives et elle blogue depuis 2006. Avec Cécile, on a parlé de beaucoup de choses qui ont façonné sa vie créative. Ses 4 enfants, son premier métier de responsable marketing, son blog, les partenariats, son expérience d'expatriation. C'est d'ailleurs sa vie à Wuhan, en Chine, pendant 3 ans, qui a été le déclic d'une évolution dans son mode de vie et dans ses projets professionnels. Cécile aime le collectif, monter des projets en équipe. C'était pas du tout dans ses rêves d'être freelance et indépendante. Donc elle nous raconte ce parcours qui s'est construit au fur et à mesure. Et Cécile emploie des termes qui me parlent beaucoup, comme la permaculture humaine et la vie intentionnelle. J'espère que ça vous touchera également. Bonne écoute! Bonjour Cécile, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode ensemble, une nouvelle conversation dans le podcast Fait Main. Bienvenue! Merci beaucoup, je suis très contente d'être là aussi. Alors, Cécile, tu te présentes sur Instagram comme étant slasheuse créative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Alors, slasheuse, ça vient de la touche sur votre écran d'ordinateur, enfin votre clavier plutôt, le slash, bêtement. Et c'est quelque chose qu'on utilise en séparation de différents contenus, on va dire. Et alors, du coup, c'est pas du tout moi qui ai créé cette appellation, mais je la trouve vraiment super pratique pour me définir. Et donc, en fait, un slasher, c'est quelqu'un qui a plusieurs compétences, plusieurs métiers. Et en vrai, on est tous slashers. Par exemple, je vais dire un truc totalement extrême, je pourrais être pompier, peintre, maçon. Voilà, ce seraient 3 métiers un peu différents et voilà, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai quand même un trait d'union dans toutes les activités qui me font gagner ma vie, qui est donc la créativité, d'où le fait que j'ai rajouté l'adjectif à mon titre de slasher. Et voilà, moi je gagne ma vie de manière très variée et assumée. Et voilà, je préfère me présenter en disant que je suis slasheuse et en expliquant tout mon petit blabla du fait que j'ai plusieurs métiers et que ça me va bien, plutôt que de m'adapter au public qui me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et alors là, je dis qu'est-ce que je vais lui raconter à lui. C'est plus facile finalement au lieu de m'adapter, je dis voilà. Puis les gens comprennent bien finalement que tu puisses faire plusieurs choses, sachant que slasher, en fait, souvent le reproche que peut faire par exemple quelqu'un qui embauche la RH, il va dire oui, moi un slasher ça m'intéresse dans le sens où il a plusieurs compétences, etc. Mais c'est plus que ça. Moi j'ai vraiment plusieurs métiers que je fais en parallèle, vraiment. C'est pas j'ai fait ça à un moment, après j'ai fait ça et après maintenant je fais ça. C'est dans le même plan, dans la même ligne temporelle, j'exerce ces différents métiers. Alors, c'est quoi ces métiers? Et est-ce que ils sont tous en freelance ou est-ce que tu as une partie de salariat? Non, je suis tout à mon compte. Tout à fait. Alors, je vais les dire totalement dans le désordre et dans l'ordre qui vient dans ma tête parce qu'il n'y a pas de gradation. Ouais. Donc, déjà, je suis créatrice de contenu, je suis blogueuse. Donc, pas mal de mon boulot va consister à créer du contenu, énormément pour moi évidemment, mais au final ça finit par être parfois payant selon si j'ai des accords avec des marques pour faire des partenariats, etc. Donc ça c'est vraiment toute la partie blogueuse, voilà. Ça c'est quelque chose qui parfois me rapporte des sous, on va dire. Je suis coach en visibilité digitale. C'est moi qui ai un peu inventé ce truc-là parce que j'avais pas du tout envie de dire coach marketing parce que je trouve que ça va un peu plus loin. Moi, c'est mon boulot avant, c'est-à-dire que j'étais responsable marketing pendant des milliards d'années parce que je suis vieille. Oh, pas tant. Voilà. Et en fait, c'est vraiment. Et puis j'adore ça en fait. J'adore la communication. Je trouve que c'est pas du tout un gros mot, qu'on peut faire des choses superbes. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne, que je suis toujours assez en veille de ça. Et voilà. Donc ça, c'est toute une partie de mes revenus. Je coach
les entreprises qui font service à moi. Souvent, c'est des petites entreprises, mais pas forcément. Et puis, pas mal, c'est des particuliers qui souhaitent se lancer et qui donc ont envie de booster leur visibilité sur Internet et qui se trouvent un petit peu en bas de la montagne. Ils se disent, bon, ok, moi j'ai mon savoir-faire de professionnel. Par contre, il me manque les clés pour pouvoir être un peu plus visible, un peu plus trouvable par d'autres personnes. Et puis, comment je vais communiquer, comment les gens vont comprendre qui je suis, mes valeurs et tout ça. Donc, moi, j'interviens là-dedans. Je suis aussi animatrice d'ateliers créatifs, c'est-à-dire que là, à la fin du podcast, je vais aller dans une ville et je vais animer un atelier pour je vais créer des théâtres lumineux. Enfin, des théâtres d'ombre, pardon, pas lumineux, mais enfin, il y a la lumière. Et puis demain et après-demain, pareil, j'animerai d'autres ateliers créatifs, que ce soit pour les enfants, les adultes, même si étrangement j'ai une préférence pour les ateliers créatifs avec les adultes, même parce que les enfants, c'est plus naturel, c'est joyeux, c'est génial aussi, hein, c'est très enrichissant et euphorisant. Mais les adultes, j'adore décoincer un petit peu toutes ces personnes un peu rouillées et tout d'un coup qui commencent toujours. Ah, moi je suis pas Manuel, hein, je suis venue, mais vraiment je suis vraiment pas là, comme s'ils s'excusaient à l'avance de la production qu'ils allaient faire et comme si j'allais les juger au travers de cette production-là. Donc là, clairement, je détends tout le monde en disant que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe et c'est pas du tout. L'objectif n'est pas de faire du beau. L'objectif déjà, c'est de s'amuser, de prendre du bon temps, plaisir. voilà exactement, de faire quelque chose de manuel avec ses petites mains et on sait vraiment maintenant que c'est quelque chose de très clé dans notre psyché, etc. Enfin bref. Donc ça, c'est une autre de mes activités. Je suis aussi créatrice de box, j'ai appelé ça des Silou Box parce que donc je m'appelle Silou en pseudo, en nickname comme ils disent les Anglais. Et donc là, ça c'est un peu en parallèle avec mon activité de blogueuse. J'ai publié je sais pas combien de tutos sur mon blog, je crois qu'il y en a plus de 4000, près de 5000, enfin vraiment c'est un truc énorme, j'ai jamais pris le temps de tout compter, mais il y a du monde. Et en fait, je voulais pas passer à une formule payante, etc. Donc j'ai trouvé une solution qui est un petit peu en parallèle. Je continue à faire des tutos gratuits, c'est-à-dire que si voilà, tu as le matériel, tu as l'expertise, tu as la confiance, hop, tu t'y mets. Et si tu sais pas ça, eh bien le tuto est toujours en ligne, il est toujours gratuit. Mais moi, à la fin, pour certains articles, je te propose de t'envoyer tout le matériel, tout le matos pour reproduire la même chose ou l'équivalent chez toi. Donc ça me fait gagner pas mal ma vie aussi. J'ai créé des bijoux aussi parce que j'ai 2 imprimantes 3D et voilà, je fais marcher les machines, donc je design mes bijoux. J'en ai un qui a vraiment énormément marché, c'est un petit bijou noir, il y a écrit "Ce que je suis suffit" parce que c'est mon mantra, "Ce que je suis suffit". On a tout en nous. Et voilà, puis j'ai fait des dessins, j'ai créé aussi des clitoris. Alors ça, c'est un truc, c'est rigolo. Je pensais pas que je ferais ça dans ma vie, mais ça marche aussi de feu de Dieu. Donc ça donne toujours lieu à des phrases un peu marrantes. Je suis en train de poncer mon clitoris, voilà. Enfin, bref. Et voilà. Et après, je les vernis, je mets des paillettes et je vends des clitoris à paillettes et ça me plaît bien. Je suis aussi illustratrice à mes heures perdues. Là, j'ai illustré un livre qui s'appelle "Comment le sexisme vient aux enfants". Et donc j'ai vraiment fait toute l'illustration de tout le bouquin. C'est pas moi qui l'écris par contre, c'est Brigitte Laloupe. Et puis ça m'arrive aussi, j'ai eu 3 expériences là-dessus qui sont marrantes, c'est que j'ai fait des dessins pour des tatous. C'est-à-dire que j'ai des gens, c'est quand même un truc de fou, qui ont mes dessins dans leur peau pour toute la vie. Et alors là, ça, je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, c'est la somme de toutes ces activités-là qui fait que je gagne ma vie et que ça se passe bien. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Totalement. Et là, pareil, c'est quelque chose, quand j'ai des clients, j'insiste vachement là-dessus. C'est difficile en fait de savoir exactement, 1, ce qu'on veut faire, 2, comment on va le faire, 3, si on va pouvoir le faire, etc. Et moi, quand je me suis mis à mon compte, j'avais envie de n'être qu'une animatrice d'ateliers créatifs. C'était vraiment mon seul objectif. J'avais même créé quelque chose en parallèle qui s'appelait les ateliers de la renarde, que j'ai abandonné depuis, que j'ai tout recentré sur Silou Bidouille.
Et en faisant ça, en me rendant compte de certaines difficultés, certaines joies, en réfléchissant au fur et à mesure, je me suis dit non, mais en fait, j'ai pas envie de me cantonner à ça, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Et bah voilà, puisque j'avais envie, je l'ai fait. Mais c'était au fur et à mesure, effectivement. Et alors, tu es freelance depuis combien de temps? 2018 maintenant, à peu près. D'accord, oui, donc c'est encore assez récent finalement Ouais, parce que qu'en tu fait, te sois lancée. Ouais. bah oui, ça vient un peu de mon histoire, on va dire. C'est-à-dire que j'étais donc responsable marketing pendant longtemps. Et puis en 2013, mon mari est rentré un jour en me disant, hey, guess what? Ils m'ont proposé au boulot de partir en Chine, à Wuhan, que maintenant tout le monde connaît. Exactement. Personne ne connaissait, mais maintenant voilà. Et j'ai dit, génial, go, on y va. Et donc on est parti 3 ans, donc de 2013 à 2016 en Chine, là-bas. Donc à Wuhan. À Wuhan, c'est pas Shanghai, c'est pas Pékin, c'est pas Hong Kong, c'est la ville que vous connaissez un peu plus maintenant, un peu très urbaine, etc. Et en revenant de Chine, j'avais 39 ans, 40 ans, un truc comme ça. Bah voilà, je sais pas si c'est la crise ou si c'est le retour, j'en sais rien, mais il y a plein de choses dans mon quotidien où je me suis dit, ça, il faut que ça change, j'ai envie de faire autre chose, etc. Et au début, je voulais juste aller dans des structures. J'étais pas du tout partie pour être auto-entrepreneuse. Ça m'intéressait pas du tout. Moi, j'aime le collectif. J'avais envie d'être salariée. J'avais envie de faire partie d'une équipe. J'avais envie de monter des projets avec des gens. Pas du tout envie. Je sais que c'est la tendance du moment. Tout le monde veut être à son compte. Alors moi, Entrepreneur, ouais. alors moi, c'était mais pas du tout dans mes rêves, ce truc-là. Et donc j'ai cherché le boulot de mes rêves, justement. J'ai cherché le boulot où je peux y aller en vélo, ou qui habite à côté de chez moi, où je gagne. Moi, je gagnais très bien ma vie avant, et je me cherchais une boîte qui était capable d'assumer le même salaire, etc. Enfin, bon, j'avais quand même beaucoup de pattes à mon canard. Et je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça allait pas être. En plus, il fallait qu'il y ait des valeurs écologiques et qui me plaisent, etc. Et bon, voilà, je me suis dit, ça va pas le faire. Et puis tout le monde, même ma communauté, qui savait que je cherchais du travail, me disait, mais mets-toi à ton compte, etc. Et je me suis dit, c'est vrai, j'ai développé une compétence professionnelle marketing que j'assume et que j'adore. Et en fait, mon blog, je le tiens depuis 2006. J'ai une énorme communauté qui me suit. Alors à la belle époque, j'avais vraiment encore plus, à la belle époque des blogs, j'avais, je sais pas, jusqu'à 5000 personnes qui venaient tous les jours, alors que maintenant, ça a carrément baissé, chez moi et chez les autres, mais je suis plutôt à 3000, un truc comme ça, ce qui n'est pas du tout nul, il y a ça reste énormément de gens et je ne les mets pas dans mon salon, donc j'entends que voilà, ça va. Mais bon, à cette époque-là, il y avait vraiment quelque chose de très important et les gens me disaient mais tu devrais exploiter ce truc-là et booster, justement, on parlait de slasheuse, là, d'autres de tes compétences. Et je me suis dit, écoute, ouais, pourquoi pas, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Moi, j'avais toujours refusé, un peu en mode chevalier blanc, de devenir une blogueuse professionnelle, c'est-à-dire pendant toutes ces années et même au plus haut de la gloire des blogs, je faisais pas de billets sponsor, je n'allais pas, ou très très peu, versus tout le monde, dans les soirées blogueurs, etc. C'était pas mon truc. Moi, je gagnais bien ma vie avant, j'avais pas besoin de ça j'avais pas besoin de ça pour exister. Et ce qui m'intéressait, c'était juste de partager mes articles et mon contenu, voilà. Et du coup, là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé les ateliers de la renarde, parce que quand je me suis lancée, je voulais pas dénaturer Silou Bidouille. C'était mon petit truc un peu dans ma tête. Je voulais pas ramener du business à cet espace-là, qui était pour moi un espace personnel, de loisirs, comme un journal de bord, etc. Et alors pourquoi finalement j'y suis revenue? En assumant, bêtement, en me disant, qu'est-ce que tu te prends la tête à vouloir faire des trucs, etc. Comme si les ateliers de la renarde, c'était pas toi. Toi, c'est plein de choses et tu le sais maintenant. Voilà, assume quoi, fais les choses bien. Et c'est pas faire du business, c'est pas mal. Il faut le faire en son âme et conscience, le faire de manière, on va dire, authentique, assumé, et il n'y a aucun souci. Et depuis que c'est devenu ça dans ma tête, voilà, j'ai tout rapatrié sur Silou Bidouille. Je suis en train d'ailleurs de peaufiner le template et le design de mon blog pour bien intégrer ça, parce que là, pour le moment, c'est pas encore vraiment le cas. Et d'ici fin août, là, il y aura un nouveau template de mon blog qui sera vraiment plus pro, qui montrera bien, on va dire, les 3 pans des services que je peux apporter, en plus de tout le contenu gratuit, qui est vraiment, on va dire, le coaching en visibilité digitale, toute la partie coaching, on va dire, créativité, qui arrive aussi, que je vais développer, et puis la partie boutique. Voilà.
Je sais pas si j'ai été claire. Tout à fait. Non, non, tu sais, je suis même en train de prendre des notes, ce qui n'arrive Oula. jamais. Ah, pas d'accord. Qu'est-ce que tu as écrit? Parce que c'est ma vie, c'est pas très... T'inquiète pas. D'accord. Non, non, c'est des choses sur lesquelles je voulais rebondir en fait. Ah, d'accord. Dis-moi. Et quand je dis que je les fais jamais, c'est qu'après, du coup, j'oublie des questions et tout. Et là, je me Ah, suis dit, ouais. allez, je Ah, vais c'est sortir bien. le calepin et tout. Bravo, madame. Belle progression, c'est super. Oui, au bout de, j'en suis à combien? 35 ou 36 Mais épisodes, c'est tu ça. vois. Il Eh était ben, temps. ben non, c'est même pas qu'il était temps, c'est génial. Moi, vraiment, c'est le genre de choses que je souligne avec mes clients en leur disant, mais on peut tous changer. Et en fait, déjà, j'aime pas ce mot changer. Tout le monde dit, j'ai changé, etc. Changer, c'est comme si tu avais une espèce d'ancienne vie et pouf, tu virais tout le bordel et tu faisais un nouveau toi. Mais en fait, c'est pas changer qui est intéressant, c'est d'évoluer. C'est d'arriver à faire ces petites variations, mais en restant soi-même. Donc voilà. Je trouve que ce genre de petites évolutions, c'est comme si on se rajoutait justement des compétences et que notre cerveau il disait hey, tu sais quoi, on avait dit ça la dernière fois, bah si on le faisait cette fois-ci. moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et alors, déjà, première question, t'habites où? Enfin, J'habite t'habites en où? région. Ouais. Alors, prenez un crayon pour mon adresse. J'habite en région parisienne, on va dire ça comme ça. D'accord. Parce que je pensais à ça par rapport aux ateliers créatifs. Ouais. Euh, Parce que je me suis toujours dit finalement, peut-être à tort, hein, j'en sais rien, mais qu'il faut plutôt habiter dans une zone un peu urbaine, tu vois, finalement, pour pouvoir proposer régulièrement des ateliers et tout ça. Tout à fait, bah, il y a forcément cette problématique, mais là c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut complètement désamorcer. Mais c'est un processus, je fais ma maline en le disant comme ça, mais je l'ai pas forcément réfléchi avant, et puis maintenant je le vois complètement différemment. Mais effectivement, au début, et d'ailleurs ça a été une des problématiques, c'est-à-dire que moi j'avais une énorme communauté, enfin je l'ai toujours d'ailleurs, mais mondiale, enfin elle n'est pas en région parisienne, cette communauté-là. Et le nombre de messages où je disais oh, je serais bienvenue à tes ateliers, mais t'habites trop loin. Bah ouais. C'est toi qui habites trop loin, c'est pas moi. Bon, bref, et je me suis déplacée un petit peu, etc. J'ai fait des choses comme ça, mais je me suis bien vite rendu compte que, bah oui, je faisais un travail local, là, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Après, j'habite dans une bonne région où il y a du monde, etc. Donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. J'accueillais les gens chez moi, donc j'ai vraiment aménagé une Ah ouais, espace d'accord. pour ça. Toi qui as vu un petit peu mon fond, là, j'ai un beau papier peint qui est assez Ouais. rigolo, etc. Et j'ai eu de la place, donc voilà. Je suis allée aussi en entreprise, j'ai été embauchée par pas mal de sociétés, je suis embauchée d'ailleurs toujours, je sais pas pourquoi je parle toujours au passé là, pour faire tout ce qui est team building créatif, etc. Donc ça, c'est Génial. super, voilà. Et puis après, il y a des particuliers qui me demandent de me déplacer, mais pour justement des projets aussi uniques, c'est-à-dire je sais pas, un enterrement de vie de jeune fille créatif, ils n'ont pas du tout envie de faire le striptease, donc ils m'appellent. Ça tombe quand je n'ai pas envie de me déshabiller. Et on réfléchit vraiment ensemble à la personne qui va être célébrée, etc. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on fait, et on crée un projet vraiment sur mesure. En fait, mes meilleurs clients, moi je trouve, ce sont les gens qui sont des merdards. C'est-à-dire que tu pourrais regarder le programme et puis t'inscrire et puis voilà. Mais en fait, ceux que je préfère, c'est ceux qui m'appellent ou qui me contactent, qui me disent alors voilà, j'ai hyper envie de faire ce truc-là et comment on peut faire. Et voilà. Et en fait, à partir de leur envie, de leurs besoins, moi je crée l'atelier pour eux, je conditionne ça au fait qu'ils soient pas tout seuls. Mais voilà, enfin, à partir du moment où ils sont 1, 2, 3, plutôt 3 que 1 d'ailleurs, et ben je commence à réfléchir à ce qu'on peut faire, voilà, et puis je mets une date et je leur dis, bah voilà, cette date elle est pour vous. S'il y a d'autres gens qui viennent, bah c'est super parce que c'est quand même mieux économiquement parlant. Et je crée cet atelier comme ça. Donc, et c'est vraiment quelque chose que je vais faire de plus en plus. Et après, bon, pour passer tout au côté non présentiel, on peut faire maintenant des ateliers en ligne. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je l'ai vu pendant le confinement. Mais c'est la folie à quel point ça a marché. J'ai proposé, je sais pas, 5 ateliers en ligne où donc j'étais des lives via Instagram où je faisais mon bordel de mon côté et les gens soit faisaient aussi, soit regardaient et ça a cartonné ce truc-là. C'était assez impressionnant. J'ai reçu énormément de créations que les gens avaient fait, pas forcément le jour J, mais dans les jours qui suivent ou même les mois. J'ai encore des gens qui m'envoient de leurs créations qui selon les tutos faits à l'époque là. Et
Et même des choses qu'ils n'ont pas forcément, parce que par exemple j'ai fait un tuto sur la résine UV, je pense qu'au milieu du confinement, les gens qui avaient de la résine UV chez eux ne devaient pas y en avoir beaucoup. Mais c'est pas grave, en fait, c'était ils étaient intéressés par le cheminement, par voir comment ça marchait, etc. Et j'ai eu, je sais pas, entre 700 et 800 personnes connectées, quoi. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc ça, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Donc, je pense qu'à partir de septembre et les mois suivants, je reproposerai des lives, toujours gratuits. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée de partage, etc. Et je pense que ça fait partie, on parle justement de coaching de visibilité digitale. Je crois qu'il faut énormément donner pour recevoir. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est un petit peu comme les parents. On donne beaucoup avant de recevoir. Et c'est pas grave. Et c'est l'humain en fait. Il faut donner pour recevoir et moi ça me plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir deux thématiques, les faire en live et ensuite je me ferai payer au chapeau. Je vais rajouter ça en disant ceux qui ont envie, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont dans cette démarche-là, pourront m'envoyer quelques fifrelins ou plus s'ils veulent sur PayPal ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a plein de structures de nos jours qui font ça très bien. Et voilà. Et je suis sûre que ça va fonctionner aussi parce que déjà, je l'ai déjà fait une fois et ça a très bien marché. Et voilà. Et je pense que les gens, ils connaissent la valeur de tout ça. Il y a une certaine forme de reconnaissance et puis voilà. Et puis même si je gagnais pas dessous, de toute façon, c'est pas très grave. Je gagne en visibilité, je gagne en communication, je gagne en explication de qui je suis, de mes valeurs, etc. Et ça, d'un point de vue de marketing, bêtement, mais je dis marketing, ça a l'air d'être un gros mot après tous ces jolis mots-là, mais pas du tout. C'est juste de marketing, c'est de présenter ton produit, de présenter qui tu es, de présenter tes services. Et moi, je pense que ça fait partie de cette boucle-là qui est importante et qu'il faut faire. Bon, c'est super. Alors, je pense effectivement que tu fais bien de préciser tout ça, et c'est en lien aussi avec ton parcours avant. Et enfin, moi, ça résonne beaucoup parce que je fais le même métier que celui que tu faisais. Je suis responsable marketing et communication, et donc du coup, c'est rigolo parce qu'en plus, là, j'ai sorti des épisodes hors série cet été. Super chouette. Et merci. Et le premier, c'était justement sur le marketing, pour justement dire, c'est pas un gros mot et c'est pas le mal en fait, le marketing. Non seulement c'est pas le mal, en fait, ce qui est mal dans le marketing, c'est c'est ce dont tout le monde se plaint, c'est de créer des besoins là où il y en a pas. Ouais. T'as pas besoin de trucs, et t'as pas besoin de les acheter, et la société elle va mal parce qu'on achète des tonnes de trucs dont on n'a pas besoin pour faire plaisir à des gens qu'on connaît pas, qui se disant qu'ils vont peut-être nous juger ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est une espèce de air. Je sais pas si on dit le air guitare, là c'est de la air relation ou de air fantasme dans sa tête, j'en sais trop rien. Ouais, mais ça c'est vraiment un truc qui sert à rien. Le bon marketing, c'est ok, moi j'ai un produit, j'ai un service, et je vais pas faire ça. Enfin, je veux dire, le meilleur service du monde, le meilleur truc qui, si tu le laisses dans ta cuisine, il va rien se passer. Hein. Donc, il faut parler de ça aux autres. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il y a des outils de nos jours, et c'est quand même chouette parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas Internet. Et c'était plus compliqué et surtout plus cher. Là, il y a plein d'outils qui sont gratuits, qui sont malins à utiliser, où on peut être justement hyper créatif. Il y a plein de choses à faire. Donc, il faut y aller. Et d'ailleurs, j'écoutais le podcast où tu avais interviewé 3 zestes de citron, qui est super et que je recommande aussi. Et je voulais juste rajouter un truc là-dessus parce qu'elle parlait beaucoup de publicité, de choses où on paye, et je n'ai pas de problème avec ça. On peut payer pour augmenter sa visibilité. Moi, c'est pas du tout un truc que je recommande dans un premier temps, en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord vraiment bosser son contenu et ce qu'on donne en premier avant d'allumer les projecteurs, on va dire. Et en plus, d'un point de vue humain, je trouve ça beaucoup plus cohérent avec mes valeurs, plus que d'un point de vue stratégique, de faire appel à des influenceuses, à des influenceurs, à des êtres humains, plutôt que de donner mes sous à Instagram, Facebook et tout ces trucs-là. Donc moi, je dis souvent à mes clients, si vous avez un petit budget, effectivement, vous pouvez le placer dans la publicité et ce sera efficace. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous pouvez aussi faire ce que j'appelle du marketing authentique, aller réfléchir à faire des partenariats avec des gens
et payez-les, bordel à la queue là, payez-les, arrêtez de fournir 3 patatos en disant voilà, moi à partir du moment où les impôts ils acceptent pas les patatos, eh ben moi non plus quoi. C'est pas grave, c'est normal, on a tous besoin de faire un truc. Et si on est une petite société, eh ben on réfléchit à faire un partenariat à sa taille. On n'est pas obligé de viser la blogueuse du siècle, etc. On peut prendre des gens. Il faut en fait regarder sa bulle de sa communauté, regarder les bulles d'autres personnes et regarder l'endroit. Faut évidemment que ces deux bulles-là puissent s'agglomérer sans se péter la gueule, parce que sinon si ça explose, c'est que c'était pas compatible. Il faut vraiment que on puisse se fondre et essayer de dire bah voilà, si ces gens-là aiment cette personne-là qui a des valeurs similaires aux miennes, il y a des chances qu'ils aiment aussi ce que je fais. Donc essayer de travailler avec cette personne, voir ce qui l'intéresse, et il y a des chances que ça soit beaucoup plus efficace parce qu'à la fin on parlera à des humains et il y a des chances que voilà ça fonctionne mieux. Ça s'appelle la permaculture humaine. Moi je suis très permaculture. Et ben on peut aussi cultiver les humains, les relations sociales et nous au milieu le jeu au milieu du nous. C'est très faisable. Voilà. Ouais. J'espère que j'ai perdu personne. Non. Alors, voilà, pour rattacher à un terme de marketing, ce que tu disais, c'est aussi la micro-influence, voire la nano-influence. Et effectivement, se dire que on va pas aller solliciter des... Ouais, moi je dis plus ça parce qu'en fait, je le dis aussi, je sais pas. En fait, ce que me semble un peu bizarre, c'est ce que les marketing de très haut qui lancent ces mots-là foutent derrière ces chiffres. C'est-à-dire que pour eux, la micro-influence, c'est quelqu'un qui a un compte, on va dire, de moins de 50 000 abonnés. 50 000 abonnés. Pour eux, ça c'est de la micro, parce qu'effectivement, après, au-dessus, c'est Madonna, et là, il y a plus de monde. Moi, j'avais lu, c'est plutôt 10 000. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que sur Instagram, déjà, il y a 80% des gens qui ont un compte qui ont moins de 10 000 abonnés. Et en fait, il y en a 40% des boîtes, j'ai plus le chiffre exactement, qui en ont moins de 1000. Donc, on se détend. Déjà, c'est ce que je dis toujours à mes clients, on se détend sur le chiffre, on s'en fout complètement, on peut totalement faire du business en ayant une communauté qui soit pas celle de Madonna, justement, voilà. Moi, j'approche les 10 000 abonnés et je vis très bien, j'ai vraiment aucun problème dessous avec tous mes apports divers et variés, et du coup, voilà, on peut avoir, je dis n'importe quoi, mais si on vend des niches pour les chiens, voilà, un truc très lointain, il n'y a pas tout le monde qui a besoin de niches pour les chiens, hein, donc voilà, donc il va falloir essayer d'apporter sa communauté de gens qui aiment bien les chiens déjà, de ceux qui ont besoin d'une niche, etc. Et en fait, si on n'a que 300 personnes dans sa communauté, mais ces 300 personnes, elles sont au taquet sur les niches, bah c'est bon. Hein. C'est clair. Et toutes ces activités, donc tu les as construites, tu les as rajoutées finalement, c'est des briques que tu as rajoutées au fur et à mesure. Et le fait que tu aies du coup des sources de revenus différentes, est-ce que ça, quelque part, ça sécurise un petit peu aussi justement ton activité finalement, de te dire non? Tu ne vois pas comme ça? Bien sûr, je le vois pas du tout comme ça parce qu'en fait, je pourrais faire que un. Et d'ailleurs, en marketing, on dit tout le temps, il faut avoir une idée et te concentrer que ça et tout ce qui ne rentre pas dans ton idée, tu vires, etc. Et c'est vrai que c'est plus efficace si je fais ça. Et donc, si j'étais à fond sur mon activité de coach, eh ben, mon chiffre, mes revenus de ça exploserait. Si j'étais à fond sur le truc de blogueur et que de création de contenu, ça monterait, etc. Pareil pour l'animatrice, c'est ça. En fait, si on fait quelque chose à fond, il y a de grandes chances mécaniques et humaines pour que les revenus augmentent parce que on s'adapte, on peaufine, on fait le truc, on met l'énergie qu'il faut et à un moment quand même ça décolle, plus on fait, plus on a des chances que ça marche. Sauf qu'en fait, moi, j'ai pas du tout envie de n'être que ça. Donc en fait, je mets de l'énergie dans tout et c'est pour ça que j'aime bien cette idée que mon métier soit d'être slasheuse créative, parce que c'est ce qui me permet de nourrir mon cerveau et de ne pas faire qu'un seul truc. J'adore changer de casquette en fait. Ça me plaît beaucoup et j'ai pas du tout envie de ne faire qu'un truc. Ça correspond pas à mon bien-être professionnel en fait. Mais c'est personnel. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et après, tu as l'air assez détendu sur ton rapport à l'argent.
Ouais. C'est venu, ça a toujours été comme ça ou est-ce que depuis que tu es à ton compte, tu as eu des périodes où tu as eu plus de doutes en ayant quand même un petit peu peur de ce point de vue-là? Alors en fait, mon rapport à l'argent, il est venu bah, déjà, j'ai jamais eu de problème à l'argent parce que justement, j'ai pas de rapport à l'argent. Je juge pas ma valeur à ça. En fait, Parce que tu gagnes, ouais. voilà, c'est pas parce que je gagne 10 000 que tout d'un coup je suis intelligente et que j'en gagne 1000 et que voilà, enfin, ça se saurait sinon. Enfin bref, pas de politique, c'est ça qu'on dit. Mais donc voilà, donc j'ai pas de problème là. Quand je suis revenue de Chine, en fait, il y a eu tout un processus chez moi qui a été très global en fait, qui a donc été, on va dire une tendance à l'éco-responsabilité, on va dire comme Mmh. ça. Étrangement, on pourrait dire ça, on pourrait trouver ça paradoxal de revenir de Chine, ce pays où qui cristallise tout le mal, le made in China, la Ouais. pollution, les machins, enfin tout ça, c'est où la Chine, alors que bon, pour y vivre dedans, c'est beaucoup plus nuancé, et vraiment beaucoup plus nuancé. Et moi, quand j'ai vécu là-bas, j'ai vu des gens qui cultivaient partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit terre d'autoroute, un petit rond-point, un petit bout de machin, sans potager, sans quelqu'un qui est en train de gratouiller la terre pour y mettre quelque chose à manger. J'ai vu des gens qui consommaient à leurs besoins, c'est-à-dire que pour la nourriture, nous on remplit des frigos et des machins, on fait des courses et voilà. Eux, tous les jours, mais parce que c'est possible, hein, ils vont chercher ce qu'ils ont besoin pour leur repas du jour et puis le lendemain ils refont la même chose. Euh, et il y a très peu de gâchis à ce niveau-là. Donc moi, ça, voilà. Et je me souviens même d'ailleurs les premières fois quand je suis arrivée, je faisais des courses comme toute bonne occidentale. Et les gens, les Chinois qui sont pas du tout timides et qui ont aucun problème à s'approcher de toi, venaient à côté de moi, regardaient ce que je mettais dans mon caddie, étonnés de voir autant de choses, d'objets, de trucs entassés là-dedans. Ils prenaient des photos de mon ticket de caisse à rallonge, parce qu'en plus, voilà, je sais pas, j'avais peur de manquer, j'en sais trop rien, on fait des stocks débiles, quoi ça. Et donc, qui rigolaient de moi en me disant, mais la fille, elle est en train de préparer la fin du monde, quoi. Ah ouais. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai vu plein de choses comme ça, plein d'incohérences de surconsommation. Moi, j'ai totalement arrêté d'acheter des choses là-bas parce que bah, déjà, je suis à 1m75 et disons qu'au niveau des fringues, on n'est pas gaulé pareil. Et du coup, bah, je faisais faire par quelqu'un. Et ça, bah, t'apprends, du tissu, tu lui donnes, enfin, ça devient un truc hyper ralenti, hyper, Très enfin, loin de la fast fashion. ah ouais, complètement là. Puis c'est à ton goût, c'est que toi, c'est que ton machin. Et c'était pas donné, hein, c'était quelque chose qu'on payait, hein, c'était pas du tout. Il y avait vraiment un coût pour ça, c'était pas rien à foutre quoi. Et quand je suis revenue, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas racheter des trucs comme ça, je peux pas. Et donc toutes ces petites réflexions sont venues et moi ça m'a vraiment fait changer de vie, ça m'a fait à acheter des sacs et ça fait maintenant 3 ans que j'utilise plus de sacs plastiques pour faire mes courses, je vais toujours avec mes petits gabarres machin, j'achète plus d'eau en plastoc, je bois l'eau du robinet et voilà. J'ai changé tout un tas de trucs dans mon écosystème parce que c'était ça que j'avais envie d'être. Et en faisant ça, j'ai aussi réduit mon besoin d'argent. C'est-à-dire que à un moment, bah, et puis moi, je veux pas dire que j'ai manqué, je veux pas faire Cosette du tout. Enfin, il y a eu une période de ma vie où bah, les fins de mois étaient très difficiles tous les mois. Et après, ça s'est amélioré. Et quand ça s'est amélioré, je me suis dit, pour moi, c'était le succès, quoi. J'avais réussi ma vie puisque tout d'un coup, j'avais plus de problème d'argent et que j'étais la personne qu'il fallait être. Et j'achetais des tonnes de trucs parce que j'en avais le pouvoir, en fait. Hum. Et en rentrant de Chine, j'ai stoppé ce mécanisme aussi en disant, en fait, on s'en fout. On va se détendre là-dessus, ça sert à rien. Et j'ai vraiment fait le point avec mon mari. On s'est regardé, on s'est dit de combien on a besoin en fait. C'est quoi notre minimum vraiment pour vivre avec des enfants, etc. Alors moi, j'allais dire j'ai la chance mais en fait la chance, on se la tricote quand même. Hein. J'ai pas du tout des gamins qui veulent des chaussures, je sais pas quoi. Tout le monde s'en fout aussi ici. Donc il y avait un coût Là, j'ai beau avoir 4 enfants, le coût, je sais pas comment on peut dire ça, c'est un peu,
enfin je sais pas, soit dans la ligne des choses, il n'y avait pas le énième téléphone, je sais pas trop quoi, toutes les 5 minutes. J'ai vraiment tout descendu et je me suis dit, bah voilà, à combien t'estimes la valeur de ton travail, etc. Et je me suis dit, en fait, si je gagne un SMIC, je vais me battre pour gagner un SMIC parce que je veux gagner ce que tout le monde a un peu de nos jours, quoi. Mais voilà, si j'arrive à gagner un SMIC, je serais contente, j'aurais l'impression d'avoir fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Alors il se trouve qu'en fait, je gagne plus de sous que ça, et tant mieux aussi. Enfin, je crache en aucunement sur l'argent, mais j'étais capable, j'avais fermé tous les robinets et avec plaisir de mes dépenses, etc. Et j'étais vraiment capable d'arrêter d'acheter de la bouffe que je ne consommais pas. Voilà. J'ai tout, c'était une problématique globale, justement, un peu de permaculture urbaine, en me disant, bah voilà, moi j'en ai marre de cette société de consommation, je veux plus être là-dedans, donc je bloque et puis voilà, et j'ai pas besoin d'autant pour vivre. Pour être heureux, c'est autre chose qui me satisfait. C'est pas du tout les sous, c'est les gens. Je veux des sous pour partir en vacances, je veux des sous pour rencontrer des gens, je veux des sous pour avoir des expériences humaines, pour pouvoir payer une autre personne qui va m'apprendre aussi de la créativité, qui va m'apprendre des choses. Ça, c'est vrai, j'ai besoin d'avoir cet échange-là, et si elle a besoin de sous, ben, je lui donnerai mes sous, mais c'est tout, quoi. Je veux plus aller chez H&M acheter des conneries. Voilà. Et zéro jugement, ceux qui le font, j'en ai rien à foutre. C'est juste mon cheminement. Voilà. Ouais. Non, non, mais c'est super. Et justement, tes enfants, tu les as aussi élevés dans ça. Parce que tu dis, tu as la chance. Donc, effectivement, je suis Oui. d'accord, c'est pas une chance, c'est l'éducation, en fait, que tu as dû leur donner au fur et à mesure Non? Au final, je suppose, oui, mais parce que, Ouais. en tout cas, voilà, les miens, ils sont capables de vivre avec un jogging et un t-shirt H24, et ils s'en foutent complètement. Ils ont une paire de golasses à l'année, et c'est pas parce que je veux pas, hein, c'est pas qu'ils me demanderaient des chaussures, je me débrouillerais pour leur donner des chaussures, quoi, mais voilà. Et puis, c'est un peu la farfouille, quoi. On s'en fout. Les fringues, c'est pas important, clairement. Et ça a changé la vie, hein. C'est rigolo, mais c'est un petit détail, on pourrait se dire. Mais en fait, non. C'est un gros détail. Moi, j'ai diminué par 2 ma garde-robe, et je rassure tout le monde, il m'en reste. Mais voilà. J'ai fait du tri, quoi. C'était je sais pas comment ça s'appelle, l'autre dame là, Marie Kondo, je sais pas Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. C'est pas fait, mais c'était cette idée, quoi. Ok. Et là-bas à Wuhan, tu travaillais ou tu travaillais Ah pas? non, ça a été très compliqué, cette expatriation, psychologiquement pour moi, justement. Je travaillais pas, c'était mon mari qui était là-bas. Alors là, pour le coup, en Chine, c'est compliqué de travailler quand on n'est pas chinois ou qu'on n'a pas les papiers, etc. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je dis à mon mari, si un jour on repart en expatriation, je ne vais pas dans un pays où je ne peux pas travailler. Ça, c'est pas possible. Ça a été très compliqué. Cette expérience a été géniale pour mes enfants parce qu'ils ont eu un cadre très différent de voyage, de rencontres culturelles et donc d'ouverture au monde. Et ça, waouh, je remets les pieds dedans tous les jours s'il faut. Pour mon mari, parce que professionnellement, il a eu un cadre très différent et c'était aussi intellectuellement hyper intéressant, donc c'était génial. Et puis il y a eu moi, au milieu, qui me suis retrouvée dans une communauté d'expats avec ses côtés chouettes, vraiment chouettes, et ses côtés moins chouettes. C'est moi qui ai pleuré des jours entiers en me demandant qu'est-ce que je foutais là, c'était quoi l'idée. Non, ça n'a clairement pas été simple du tout. Et puis en plus, en France, euh, les gens avaient l'impression que j'avais la vie rêvée des expats, un peu comme on la fantasme, quoi, qui est tout était beau, que je passais mes journées à la piscine et à me vernir les ongles. Non, en fait, pas du tout. Donc en fait, j'ai recréé plein de choses. Et puis en plus, avec petite douleur personnelle, un réseau internet de merde. C'est-à-dire que non seulement très peu on va dire en puissance, mais en plus très peu en possibilités. C'est que tout est vraiment, là, c'est pas un mythe cloisonné. Il n'y a pas Google, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas YouTube. Voilà. Et tout ce qu'il y a la même chose en chinois. Mais je n'ai pas assez développé mon chinois pour pouvoir le lire couramment. Donc voilà, non, ça a été vraiment compliqué en fait de pouvoir continuer à bloguer parce que c'était ça qui m'animait. J'avais plein de projets, voilà. J'avais d'autres projets que j'ai pas réalisés parce que j'avais finalement pas cette énergie, je crois. Je devais la mettre ailleurs.
j'allais dire une certaine forme de survie. Je vais faire pleurer tout le monde. On n'était pas là du tout, mais voilà, de vivre autrement. Moi, je suis hyper famille, et ben là, ils étaient hyper loin. Et puis moi, ma famille n'a pas des milliards de sous non plus. J'avais pas envie de leur dire, bah écoutez. Si, prenez tous vos sous Dans et un allez à avion. Wuhan. Ouais. Vous allez voir, c'est spécial. Non, je leur dis, si vous avez des sous, allez, je sais pas où, en Thaïlande, mais pas. Donc bref, l'éloignement aussi, c'était compliqué, etc. Le truc génial, par contre, ça a été vraiment au niveau de la famille. Au nucléaire, moi, je suis partie en me disant, nom de dessous. J'avais une vie active que j'adorais, j'étais très indépendante. Vraiment, c'était hyper important pour moi d'avoir ma vie de femme en dehors de maman et de mari, etc. C'était quelque chose, moi, j'ai jamais pris de congé maternité et j'ai pareil, zéro jugement là-dessus, hein, vraiment. Mais c'est parce que mon autre vie m'intéressait beaucoup et que j'adore avoir des enfants, c'est pas le souci. Mais j'avais aussi envie de me réaliser. Et là, j'arrive en Chine le lendemain, du jour au lendemain, pouf, tu deviens madame, la femme de, ou je sais pas quoi. Et là, tu dis, ça va pas être facile. Et c'était, ouais, franchement, c'était compliqué. Je vais pas mentir, c'était compliqué. Et c'est aussi ça qui a fait que quand je suis revenue, bah, j'avais envie de me réaliser autrement. Donc j'ai refait des CDD dans une société, etc. J'ai recommencé des choses, mais le truc il a germé comme ça. On a plein de graines en nous. Je dis tout le temps ça quand je fais des coachs en créativité, en disant, je me dis tout le temps, je suis pas créatif, non. Si, tout le monde est créatif, tout le monde a ce muscle-là, tout le monde a des tonnes de graines en nous, mais il faut savoir ce que t'arroses en fait. Et si t'arroses Netflix, bah c'est Netflix qui pousse, il n'y a pas de problème. Ça pousse très bien Netflix. Et pareil, j'insiste, il n'y a pas de jugement, on fait ce qu'on veut. Et si on est heureux à avoir regardé tout Netflix, et ben génial, vraiment génial quoi. Mais si on sent qu'il y a un truc qui bloque, et ben il faut arroser d'autres choses quoi. Ben voilà, c'est juste ça, arrosons. C'est un peu, tu la connais cette histoire des deux loups? Ah non, je crois pas. Vas-y. Il était une fois un petit garçon et son grand-père, je ne sais plus s'il est amérindien ou je sais pas trop quoi, et le grand-père dit au petit-fils, tu sais, dans chaque homme vit deux loups très puissants. Il y en a un qui représente tout le mal que tu es capable de faire, toute la force négative, etc. Je la fais très courte. Hein. Et le loup opposé qui est celui qui, au contraire, est capable du meilleur, etc. Et ces deux loups-là, bah forcément, tous les jours, ils se battent à l'intérieur pour essayer de remporter le sens de tes actions. Et le petit garçon, il dit au grand-père, mais alors, qui c'est qui gagne? Et l'autre, il lui dit, celui que tu nourris. Et bien, c'est la même chose pour les petites graines. C'est celles qu'on arrose qui poussent. Voilà. Ouais. Si, c'est vrai, effectivement, je connaissais un petit peu. Ça me dit quelque chose. Ouais, super. Et tes enfants, ils avaient quel âge? Pardon? Oui, t'es conteuse. Mes enfants, Et... ils avaient quel âge? Ils ont 10 ans d'écart et du coup, quand entre Erwan, qui est mon aîné, qui actuellement a 20 ans, et Siloé, qui actuellement a 10 ans, et en fait, Siloé avait 3 ans quand vous êtes partis? on est parti, et du coup, Erwan en avait 13. Et du coup, 3 ans après, ça fait 6, 16. D'accord. Ok. Et comment eux ont vécu cette expatriation? Alors, non, mais c'est rigolo, hein, les sons de cloche sont très différents. Eux, ils ont adoré, mais en plus, c'était logique. Hein. Ils se retrouvaient avec une liberté absolue. Donc déjà, moi, je suis quelqu'un... Le mot, je crois que c'est permissif. Moi, je déteste ce mot-là, mais je fais partie de ces gens qui n'éduquent pas avec le nom. Je sais qu'il faut avoir l'autorité, non, moi je la passe totalement ailleurs. Et quand mes enfants me demandent un truc, à 99%, je vais leur répondre oui, en fait, parce que je leur fais confiance, parce que ce truc-là, il y a des grandes choses pour que ils en aient envie et que ça corresponde à quelque chose dont ils aient besoin, etc. Et je leur fais confiance, évidemment, si je veux me suicider, je dirais non. Mais voilà, c'est très logique. Et donc, mes enfants, je crois qu'ils se souviennent pas la dernière fois où je leur ai dit non. Et ça fait pas du tout des enfants rois, ça fait des enfants, au contraire, qui passent leur temps encore à me demander. Même encore maintenant, j'ai un garçon de 20 ans, il me demande toujours tout. Je dis toujours oui, mais il me demande quoi. C'est rigolo. Et du coup, ces enfants-là, ils se sont retrouvés à Wuhan dans une base vie parce que les Chinois, ils nous avaient regroupés. Ils voulaient pas trop Qu'on s'éparpille? voilà, donc on se retrouvait dans une espèce de base française, on aurait dit le truc de Astérix et Obélix, hein, on était le camp gaulois reculé au fin fond de Wuhan.
Et donc, dans un petit village, avec chacun avait sa petite baraque, là, et avec plein d'enfants, tous les enfants de toute la communauté, l'école qui regroupait ça, et pas de bagnole ou fresque. Donc en fait, ils sortaient d'une baraque, ils allaient en face, ils allaient à côté, ils avaient que des copains partout. Donc moi, j'avais une gamine de 3 ans qui allait à l'école toute seule, si tu veux, parce qu'en fait, l'école était, voilà, et elle allait en petit cartable. Ben là, tu gagnes une autonomie, une confiance en tes capacités d'être humain de fou, quoi. Et puis, la Chine, c'est un pays extrêmement sécurisé. À l'heure où nous, on nous fait chier, hein, avec dans la rue, enfin, toutes les histoires de harcèlement, mais ça existe quasiment pas en Chine. Tu peux y aller te balader en mini-jupe, en culotte, en ce que tu veux, à minuit, à 3h du mat, mais personne va te faire chier. Personne va te regarder, limite, tu vois. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, moi, mes gamins, ils se baladaient, dans Wuhan, ils allaient boire un coup l'équivalent Starbucks du coin, là. Ils prenaient un taxi, ils se barraient, et ils avaient 12-13 ans, quoi. Et ils revenaient après avoir fait un truc. Donc, une autonomie de dingue. Et puis, une façon de voir le rapport aux autres aussi différent, c'est-à-dire que, comme tout le monde avait ses frères et sœurs, etc., tous ensemble, eh ben, les classes étaient très mélangées aussi, et tout était vu comme ça, comme c'était une petite école. Et ben en fait, les grands aidaient les petits participaient aux activités des grands. Quand ils faisaient, par exemple, le spectacle de fin d'année, c'était pas les sixièmes, les machins, il y avait de ça aussi, mais il y avait aussi beaucoup de projets qui étaient totalement mêlés. Et je vois la différence maintenant, c'est-à-dire que de nos jours, t'es en 6e B, t'es en 6e B, hein, tu parles pas à la 6e F, et certainement pas à la 5e, tu vois. Et ben là, c'était pas du tout le cas, c'était l'école, quoi. Et le petit, le grand, le machin, et c'était très accepté. Et moi, j'ai adoré ça aussi, leur façon d'être. Et quand on est partis, donc, tous les 6, les relations entre frères et sœurs se sont vraiment renforcées. Et c'est ce que je disais d'ailleurs sans avoir été jusqu'au bout. Moi, quand je suis partie, je me suis dit, oh là là, la galère, je vais être avec mon mari H24, on va bouffer tous les jours ensemble. Et j'aime bien mon mari, hein, c'est pas trop le problème, mais c'était quand même pas mon objectif de vie. Tu vois, je me disais, où est-ce que je vais être moi, quoi. Ouais. Moi, je vais être là. Lui, il va faire ses activités, ses machins, il va revenir. Et moi, je vais faire quoi? Je vais juste être là à l'attendre. C'est pas terrible comme plan de vie, ça. Et en fait, déjà, j'ai fait d'autres choses, hein. Et en plus, j'ai adoré ça, étrangement. J'ai adoré que tous les midis, on mange ensemble et qu'on se retrouve vraiment dans un groupe. Et maintenant encore, notre groupe, il existe. Il est vraiment là. Et mes enfants, tous les 4, bien sûr qu'il y a des mots, bien sûr, ils se saoulent, bien sûr, plein de choses comme ça. Mais je vois bien, c'est très fort leur relation. Ils sont un groupe, quoi. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ouais, c'est chouette. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu le rêve des parents, quoi. Bah ouais, je fais pas, on se parle pas avec des petits oiseaux et puis c'est pas Blanche-Neige, hein, mais voilà, en tout cas, il y a un réel amour et une réelle attention à l'autre qui existe. Ouais. Et alors, ça t'a fait quoi de finalement que les projecteurs soient sur Wuhan autant pendant cette période et qui finalement, c'est ce que tu dis, c'était encore plus que d'habitude. C'était vraiment le mal, quoi. Wuhan était le centre du mal. Bah, ça m'a fait de la peine parce que c'est des gens déjà et c'est toujours pareil. Ça finit par être les hommes, les femmes, les quelque chose. Dès qu'on dit les quelque chose, bah c'est pas bien parce que c'est les justement, c'est 1 + 1 + 1 + 1 et en Chine, la liste est longue des plus 1. Et en fait, Wuhan, c'est pas une vie parfaite, mais je veux dire la ville où j'habite, elle est pas tellement mieux non plus. Hein, faut pas déconner. Mais surtout, c'est des gens gentils, c'est des gens rigolos. Quand je me baladais dans la rue, je voyais des gens joyeux, vivants, très heureux de vivre. Ouais, vraiment quoi, et pas des espèces de gens qui bouffaient des pangolins toutes les 5 minutes. C'est pas vrai du tout quoi. C'était si je devais généraliser à mon tour, moi je trouve que c'est un peuple très joueur, un peuple très enfant qui a beaucoup de respect de l'autre. Étrangement, par exemple, il y avait les vieux, les jeunes font partie d'un même clan. Hein.
On voit souvent les vieux trimballer les petits plus jeunes et prendre soin d'eux, etc. Mais l'espace public, il est pris par tout le monde. Tu vois ces personnes qui se mettent à danser. Tout d'un coup, tu as une musique tonitruante et tu vois tout le monde qui se rassemble et qui fait des espèces de danses un peu tai chi, un peu je sais pas trop quoi. Et il n'y a pas de jugement, pas de gens qui se moquent du ridicule de la situation, de machin. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il y a des vieux qui, sur le soir, qui font des espèces de jeux avec un fouet. Le fouet, il fait un bruit, mais de dingo, ça claque comme ça. Nous, il y aurait déjà la police, des mecs qui gueulent au balcon, etc. Bah non, le mec, il fait des bang, bang, comme ça, pas de problème, c'est son temps à lui, donc tout le monde lui laisse. Pareil, quand ils ont des accidents, et ben c'est un non-événement, c'est-à-dire que alors, il y a des caméras partout, hein, ça explique pourquoi. Donc en fait, ils se rentrent dedans très doucement, mais très sûrement. Et ben voilà, il n'y en a pas un qui hurle en insultant la maman de l'autre. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est chacun regarde chez la caméra, ils voient qu'il y en a une, ils attendent, ils terminent leur partie de Candy Crush, chacun dans leur bagnole. Hein. Le flic arrive, il regarde qu'il y a la caméra, il dit allez, rentrez chez vous, et il va régler le problème tout seul en regardant comment ça s'est passé. Tout le monde rentre. Moi, je me souviens à Pékin, où il y a un peu du monde aussi, on avait pris une espèce de tuk-tuk et on était dans une rue où il y a vraiment un sens et l'autre sens, quoi. Et notre sens était bloqué. Et le sens inverse, il n'y avait pas de bagnole. Bah, le tuk-tuk, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la rue inverse. Un autre te dit, intéressant. Et donc, il remonte toute la file, comme ça. Il y a une bagnole qui arrive en face, qui est dans son bon droit. Qui avance comme ça, et du coup au final chacun reste sur son truc, le tuk-tuk aussi, et je me suis dit qu'est-ce qu'il fait ce cornichon là, pourquoi il se rabat pas, qu'est-ce que voilà, ben non, ils arrivent à finir par se toucher, enfin pas se toucher, mais au même niveau. Lui au bout d'un moment, dès qu'il peut, il se rabat finalement, mais il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. La meuf, elle a pas klaxonné, elle a pas gueulé machin, elle a attendu que l'autre il se remette dans sa file et elle est repartie. Voilà. Tu vois, c'est des gens, c'est différent, quoi. C'est pas, ils sont beaucoup et ils se supportent beaucoup plus, je trouve. Et moi, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien l'idée que y a de la place pour tout le monde, et même si on est beaucoup, tout le monde peut faire un petit effort pour accepter l'autre dans son individualité et même dans sa connerie, quoi. Oui, une culture de la tolérance et du respect qu'on a moins chez nous. Ouais. Ah ouais. Et je dis bravo, les mecs. On peut prendre tout, hein. Ils sont pas parfaits non plus. Hein. Pareil, plein de choses qui sont très bien et que peut-être ils pourraient en prendre de la graine, mais justement, c'est des histoires de graines, de savoir ce qu'on fait pousser. On en revient toujours. Et alors, tout à l'heure, tu parlais aussi des partenariats avec pour ton blog que tu faisais avec des marques. Donc, tu avais fait le choix finalement de pas. Ouais. À une époque, clairement, je voulais pas. J'étais mon petit côté chevalier blanc. Je disais que je jugeais pas, mais enfin, je devais juger quand même parce que sinon, j'en avais pas besoin non plus. Hein, donc, j'avais pas besoin de cet argent-là, donc je voulais pas faire la marchande de tapis, quoi. C'était mon truc dans ma tête. Et en fait, j'étais débile de ma part parce qu'en fait, il y a moyen de faire des partenariats hyper malins, hyper de plein de bon sens, hyper honnête, quoi. Et il n'y a aucun souci avec ça. C'était juste à moi de prendre cette décision et de la mettre en œuvre, en fait. J'aurais pu très bien, et c'est ce que je fais maintenant. J'avais plein de marques que je leur dis non. Voilà, par exemple, je sais plus quand il y a un qui est revenu encore pour me proposer des paniers repas, là. J'ai rien contre les paniers repas, j'étais pas partante pour tenter de faire un truc comme ça. Sauf qu'en fait, il fallait que je signe une charte, je sais pas quoi, que je m'engage à plein de trucs. Et j'ai dit, ben non, en fait, c'est pas ça la confiance. Vous me proposez un truc, et puis si ça me plaît pas déjà, je vais pas le faire, parce que je veux pas raconter un truc juste parce que vous m'avez envoyé votre panier repas, je vais pas en parler, non, si c'était dégueu, si ça correspond pas à mes valeurs, si c'est suremballé, c'est non. Et puis après, si ça me plaît et que j'en parle, je veux bien vous faire lire à la fin pour voir si j'ai pas raconté une grosse connerie, mais ça se limite à ça en fait. C'est ça un partenariat, c'est regarder mon travail, voir ce que j'ai fait, se dire que mes valeurs, mon éco-univers plaît à la marque, et voilà. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, les gens qui me disent « non, j'adore ce que tu fais et j'aimerais bien travailler avec toi », je me méfie. Je veux qu'il me prouve qu'il a vraiment aimé ce que je fais, etc. Parce que le mec qui me dit « non, j'adore ce que tu fais et tiens, regarde tous ces trucs en plastique que je te propose », non. Ça va pas bien vu ton blog.
Ah non, c'est ça. Et chaque fois, je leur dis, mais écoutez, arrêtez. Et pareil, tous les gens qui me disent, hey, je te donne des boîtes de cassoulet et puis tu vas me faire un article. Pareil, non. C'est énormément de travail. En fait, ce que les gens payent, et moi, je suis très pédagogue là-dessus. J'ai mon petit mail qui est tout prêt et que j'adapte en fonction pour leur expliquer que ça peut pas être contre un échange de marchandises pure, un travail comme ça. Moi, ça fait depuis 2006 que je bosse. Ça fait depuis 2006 que j'entretiens un blog et qui, au final, est très valuable auprès de Google, dont les liens sont d'extrêmement bonne qualité au niveau du référencement, et c'est ça que les gens recherchent. Que j'ai une communauté qui a confiance en moi et je bosse beaucoup à être 100% honnête là-dessus, à pas raconter des conneries, parce que ça m'intéresse pas. Et en fait, quand tu achètes un travail avec moi, tu achètes ces années de boulot, tu achètes ce référencement, tu achètes cette confiance par rapport aux gens qui vont me lire après, bah ça a de la valeur, quoi. C'est pas une boîte de cassoulet, c'est pas possible, en fait. C'est voilà. Et en fait, il ferait l'inverse, il rigolerait, quoi. Il sera à ma place, il dirait, oh, dis donc, tu te fous pas un peu de ma tronche, quoi. Et moi, je leur dis, vous avez pas les sous, bah je comprends. Et on peut faire peut-être réfléchir à des choses autres, mais ça peut pas être un hypothétique lien où c'est que vous qui gagnez. Moi, je fais tout le boulot, écrire des articles. Et en plus, les miens, ils sont Oui, ils sont conséquents, ouais. exactement. Et je le fais vraiment. C'est du temps, etc. Je peux pas être payé à une valeur neutre. C'est pas possible. Et c'est me respecter moi-même que de dire non. Et c'est se respecter les humains que de eux changer de discours, quoi. C'est pas possible. Là, c'est du marketing débile, quoi. On y est vraiment. Donc voilà. Et donc moi j'ai des gens que j'arrive à convaincre. Un des derniers trucs que j'ai fait, c'était avec de la résine. Bah déjà le mec il est venu me voir parce qu'il avait déjà vu que j'avais fait de la résine. Bon, un bon point. Et puis il m'a dit bah voilà, je t'envoie de la résine. La résine ça a de la valeur, hein, c'est un coût. Donc ça aurait pu éventuellement m'intéresser, voilà. Mais j'ai dit mais non en fait, parce que ça suffit pas. Et je veux aussi de l'argent parce que déjà donc je paye pas mes impôts et les écoles de mes gamins en résine, et puis que j'ai besoin de vivre, voilà. Mais par contre, je vous montre que l'argent que vous allez mettre là-dedans, il est correctement utilisé en fait. Beaucoup plus que dans des pubs Instagram et je sais pas trop quoi. Vous allez avoir des gens, je vais fabriquer quelque chose avec vos produits, ça va être hyper réaliste. Les gens qui voient ce produit-là et ma façon de faire, ils vont se dire bah, c'est à ma portée ou pas. C'est pas un truc qui vient de nulle part. C'est quelqu'un qui connaît, qui a utilisé ce produit-là et qui au final a réussi à avoir cette transformation. Ça donne une envie en fait quand même de s'impliquer là-dedans plus qu'une pub de résine sur Instagram, quoi. On n'est pas dans le même délire. Et moi, c'est ça que je dis aux marques, contactez-moi, mais pour des projets intelligents, des projets long-termistes. En fait, il faudrait que moi, il y a plein de marques pour lesquelles ce serait du bon sens que je sois ambassadrice de ce truc-là à l'année. Ou je dis n'importe quoi, pas de nom, mais un truc qui vendrait des produits de loisirs créatifs, par exemple. Et ben, par hasard, et ben, ce serait logique qu'ils bossent avec moi et qu'ils me fournissent régulièrement du matériel, etc. Et qu'ils me payent pour ça, qu'ils me fassent intervenir dans leurs ateliers. Parce qu'en fait, les gens, ils voient toujours, il y a des tonnes de choses à faire. Et moi, je peux aussi venir dans leur société pour faire des produits, des animations, etc. Mon service, il est hyper global parce que à la fois, je vais avoir le regard marketing et de savoir exactement ce qu'il faut faire. Je vais avoir le regard aussi SEO du webmaster, ce que tu veux, de la personne qui sait très bien comment écrire aussi pour Internet. Je sais écrire pour ma mère et je sais écrire pour Internet. C'est deux choses différentes. Mais c'est bête, mais c'est vraiment une compétence, quoi. Et puis, je sais aussi animer des groupes, je sais, voilà. Donc, en fait, les gens, ils n'ont pas cette idée, ils sont pas assez malins. Et d'une manière générale, je trouve que c'est le défaut des agences, sont pas assez malines, un peu feignasses, c'est-à-dire que ils bossent toujours avec les mêmes blogueurs, ils ont 5 noms dans leur truc, et puis on les voit tout le temps, partout, pareil. Et ça, c'est horrible, en fait. Les gens, ils sortent pas de leur petit carnet d'adresses, ils vont pas être curieux, ils vont pas fouiller, ils vont pas prendre de risques. Et c'est tout le temps les mêmes. Et il faut pas croire que ça se voit pas. Ça se voit beaucoup, en fait. Et les gens, ils finissent par se désabonner parce qu'ils en ont ras-le-bol de ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est quand même vachement de temps, hein, parce que moi, je le fais pour, et en plus, c'est pas moi qui le fais directement, mais une personne de mon équipe, ça prend une heure de temps quand même, cette Mais c'est question son de la boulot. micro-influence. Bah, c'est Bah ouais. son boulot, oui, en même temps, tu vois, dans la gestion du temps, tu peux te dire, bah, on pourrait faire aussi autre chose. Donc, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, je peux pas être plus d'accord avec toi. Donc, vraiment, voilà, je suis exactement dans les mêmes, euh, ligne directrice que toi. Mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps Ouais, mais d'aller c'est regarder ce que qui est les la gens me disent. personne, etc. Ouais, mais je comprends. Mais en fait, c'est ce que les gens, quand je les coach, ils me disent, attends, mais tout ça, c'est du boulot. En fait, et je leur dis, mais oui, c'est du boulot, mais c'est ton boulot. Dans le sens où, toi, tu fais, on va dire, tu es ébéniste. N'importe quoi. Et donc, bah, ton talent, ton travail, ça va être de faire des trucs en bois. Et effectivement, si tu les fais pas, il va rien se passer non plus derrière. Mais, dans ce même boulot d'ébéniste, il y a 20% qui est de la communication où tu poses tes outils et où tu regardes ton écosystème à toi, les gens dans ton écosystème digital ou numérique, je vais me casser les pieds des gens avec la différence entre ces deux mots-là, mais bon bref, et tu regardes. Et oui, ça prend du temps, mais c'est ton travail. Et en fait, ne pas le faire est une faute professionnelle, en fait. Il faut prendre ce temps, et plus on le fait, plus on gagne du temps, plus on est bon, plus on est efficace, etc. Mais effectivement, au début, on est au pied de la montagne, et c'est pas grave, mais on commence à apprendre, on met des petits trucs dans son sac à dos, on monte, et au bout d'un moment, on y sera en haut de la montagne. Et ça aura peut-être pris toute une vie, mais on s'en fout, le chemin est beau, on aura rencontré des gens, on aura fait ce qui nous plaît, on aura mis en avant notre travail, et il n'y a aucun problème avec ça. Il faut pas voir c'est une courbe d'apprentissage. Il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, j'essaie d'apprendre en ce moment à taper plus vite au clavier. Donc, je tape déjà pas mal vite, mais j'essaie de réapprendre à travailler plus vite. Et bien, pendant que j'apprends à travailler, à taper plus vite, je vais moins vite. Ben, ça, faut l'accepter. Il faut accepter que pendant qu'on apprend quelque chose, au début, on va aller moins vite parce qu'on s'applique à avoir de nouveaux gestes, à enlever les vieilles habitudes, à recommencer quelque chose, une routine qui est plus vertueuse, et pour in fine gagner du temps. Mais il faut accepter d'en perdre, il faut accepter de faire des choses un peu fastidieuses ou en tout cas moins naturelles pour à la fin gagner en qualité de vie et en apport de quelque chose. C'est important. Il n'y a pas à tortiller en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça, tu sais, quand tu parlais des agences qui effectivement font le même mail à tout le monde et enfin vont apprendre à peine prendre le temps Ouais. de chercher comment tu t'appelles Ouais. pour justement te faire Ouais. le mail et Ouais. Cécile, voilà. Bah, c'est sûr que oui, tu vois, de leur point de vue, en fait, ça prend trop de temps d'aller regarder ça. Mais moi, je suis et c'est pour ça que du coup, dans cette action-là, je dis exactement ce que tu dis, c'est effectivement prendre le temps de connaître la personne et de savoir qu'on a été quand même un peu fouiller Bah son oui. blog, son compte, ne serait-ce que là pour le coup, moi c'est du soutien scolaire en ligne et donc je me dis bah il faut au moins connaître les prénoms des enfants. Alors tout le monde Ouais. ne dit pas les prénoms des Oui, enfants, oui, tout mais ça, tu mais bon, vois l'âge, le machin. voilà, vérifier que On ça m'envoie proposer des correspond. couches l'autre jour. Des couches. T'en viens, qu'est-ce que j'en fous, enfin. Bon, bref. Donc voilà, effectivement, déjà que ça tombe pile, Mm. que voilà, effectivement, nous typiquement, bah, c'est exactement le même truc. Si nous ça commence au CP et que tu cibles Bah une oui. maman qui a des enfants qui sont à la maternelle, bah ça marche pas. Bah Donc non. voilà, c'est effectivement prendre le temps de bien faire attention à qui tu cibles, en cibler moins, voilà, effectivement Ouais, mais prendre tu le te fais temps un de outil, faire. tu documentes, tu Ouais, as ouais. vraiment une base vie qui fait une base fichier, pardon, Mm. qui fait vraiment le job. Mais après, je veux dire, moi, je rallouille sur les agences parce que j'en ai fait partie, parce que voilà, je vois bien ce que c'est, tout ça aussi. Mais de l'autre côté, je rallouille aussi pour les gens qui foutent rien. C'est-à-dire que, je vais être largement transparente. Si je parle avec toi, c'est parce que je t'ai contacté. Sinon, Mm. ce truc-là n'aurait jamais eu lieu. C'est ça aussi, c'est-à-dire que moi, je pense que sur ma tombe, il y aura écrit un truc comme tente-le, au pire ça rate, tu vois. Parce qu'au au pire ça rate.
On s'en fout. Et moi, en écoutant ton podcast, que j'ai trouvé chouette, je me suis dit, j'ai des choses à raconter. Voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que c'était mon envie, en tout cas. Je te contacte. T'aurais pu dire oui, non, merde. Enfin, voilà, c'était ton choix. Là, je l'aurais pas pris personnellement. Mais ne pas le tenter aurait été quelque chose qui était nul pour moi. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que l'agence te contacte pas, ou la personne avec qui tu veux travailler, où tu dirais ce serait trop cool quand même, bah vas-y. Au pire, ça rate. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. C'est pas grave. Ça n'enlève rien à ta valeur ou quoi que ce soit. Ça ne change rien. Entre la personne qui était avant et la personne qui était 2 secondes après qui a demandé, c'était toujours la même personne. Hein. Il s'est rien passé. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, je suis pareil que toi. Tu vois, avant de commencer, on parlait des projets qu'il fallait essayer de verbaliser un petit peu, et pour plein de raisons. Et moi, un de mes projets dont j'ai déjà parlé, c'est d'arriver à écrire un bouquin, enfin, et surtout à publier un bouquin sur la création de cartes do it yourself. Et pareil, je me dis, bah en fait, oui, t'es obligé un petit peu, ou comme pour le podcast, t'es obligé à un moment donné de demander et d'aller au-devant des choses et des gens, si tu veux potentiellement que ça se passe, quoi. Parce que c'est sinon, toujours la phrase à la con, si tu changes rien, rien ne change. Hein. Enfin, si tu fais les choses... Si tu fais les choses de la même manière, il n'y a rien qui changera, quoi. Voilà, c'est ça, c'est toujours la même phrase à la con, mais elle est très vraie. Moi, j'aime beaucoup cette phrase-là, et je dis, si tu peux pas refaire les mêmes choses et espérer un résultat différent, c'est pas possible. Donc, bah, il faut que les paradigmes bougent, et ben voilà, c'est à ta portée, hein. Parce que vraiment, ce qu'on risque, c'est rien. Au pire, les choses n'auront pas changé. Mais le fait de tenter, déjà, tenter et retenter, bah on essaye de faire les choses différemment, on apprend aussi de ces différentes approches du chèque, etc. C'est un peu comme un commercial qui va avoir un discours pour dire blablabla mon produit. Au bout d'un moment, il va bien se rendre compte que ce discours, certains mots sont plus impactants que d'autres. Et ben s'il prend le temps de noter à chaque fois en disant putain, quand j'ai dit ça, ça a bien marché, et qu'il prend ça pour les différentes personnes avec qui il bosse, et ben à la fin, le discours qu'il va réussir à construire, il sera fait que du meilleur en fait. Bah, c'est un petit peu ça, c'est ça la courbe d'apprentissage. Et on peut rien apprendre si on fait rien. Quand ma fille, elle arrive, la petite dernière, elle, enfin, sont tous très créatifs, mais la dernière, elle est très 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 créative, très productive. Et du coup, elle arrive, elle me dit je suis nulle. Maintenant, elle le dit plus, en vrai, ça fait longtemps, mais bon, avant, elle disait ça, et je dis non, c'est pas ça la phrase, c'est pas que t'es nulle. Elle dit oui, je sais, je débute. Bah oui, c'est tout à fait pas pareil, en fait. C'est-à-dire que ce serait même un petit peu vexant que tu commences quoi que ce soit et que tu sois Picasso tout de suite, ce serait quand même. Donc, bah non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas prendre le petit chemin de la montagne, le petit sac à dos, et tu vas apprendre, etc. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait vraiment la différence entre tous les humains, c'est cette énergie-là que tu mets. C'est-à-dire que c'est l'effort supplémentaire que tu fais. On a tous à peu près le même niveau on va dire, de demande à nous-mêmes. Et si on augmente un peu ce niveau-là, on est des humains différents. Ça, c'est sûr. Je suis convaincue. Et ça marche pour tout, même professionnellement parlant. Quand tu te fais embaucher dans un nouveau boulot, on va te demander, tu auras des missions, etc. Et si tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que moi, je peux faire en plus de tout ça, à titre personnel, pour que mon job soit génial, et pour la société pour laquelle je travaille, c'est dommage, parce que c'est ce petit truc-là qui va faire toute la différence. Et d'ailleurs, je recommande fortement le livre de Clara Morley, je sais jamais trop, pardon, qui s'appelle Les règles du jeu. Elle a aussi d'ailleurs été dans un podcast, elle a été accueillie par le podcast de... comme on dit l'autre, je te dirai tout ça et on mettra dans les notes. Hein. Mais là, je l'ai plus en tête. Bref, et en fait, elle explique bien ça, c'est-à-dire que nous, surtout les femmes, on a bien compris les règles du jeu de l'école, c'est-à-dire que l'école, c'est assez simple. En plus, les règles, tu as une somme d'apprentissage, il faut que tu les régurgites plus ou moins dans le bon ordre, et tu es noté sur cette valeur de régurgitation. On ne te demande pas d'être la plus originale du monde, et on est bon là-dedans. Nous, on sait bien apprendre, on est très scolaire, on a bien, je ne vous pas fait tout le patriarcat du truc, mais bon bref, on est bon là-dedans. Et à la fin, on a des bonnes notes, on est bon élève. Sauf que quand tu arrives dans le boulot,
Bah, c'est pas du tout ça les règles du jeu. T'as pas un petit truc à apprendre par cœur et à régurgiter après. On te demande tout d'un coup d'être dans une originalité, dans une individualité qu'on t'a pas du tout demandé à l'école et qu'on a vachement plus encouragé de manière, on va dire, insidieuse chez les garçons qui sont moins scolaires, tu vois. Et le scolaire devient un adjectif qualificatif négatif dans ces moments-là. Quand tu es scolaire au boulot, c'est pas bien. Pas voilà. Et en fait, ces règles du jeu, c'est de comprendre comment ça fonctionne le boulot. Le boulot, il y a des choses qu'il faut. Elle le dit d'ailleurs, ton travail, c'est ton travail, c'est-à-dire qu'elle parle un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que tu dois faire ce que tu dois faire, mais tu dois aussi communiquer sur ce que tu as fait, et ça c'est hyper important, de communiquer sur ton travail, de dire bah voilà, et même quand on est blogueur, etc., de raconter son parcours, de raconter pourquoi on fait les choses, et ben ça a une vraie valeur. Par exemple, moi je travaille en ce moment sur le redesign de mon blog. Il va sortir un jour, putain, j'espère. Pardon, zut. Et en fait, quand il sortira, ce truc-là, je vais l'expliquer. Je vais pas dire, hey, vous savez quoi, il y a un nouveau truc à aller voir. Non, je vais vraiment dire, bah voilà, moi c'est mon boulot de faire ça. Quelle a été ma démarche? Qu'est-ce que j'ai voulu mettre en avant, etc. Et cet article-là, je sais qu'il va intéresser des gens. Il va m'intéresser moi à écrire parce que reverbaliser des choses, ça permet de les ancrer, ça permet de s'affirmer aussi dans son cheminement personnel, ça c'est positif. Mais en plus, les gens vont mieux comprendre ma démarche et je vais encore dire, ça va être encore plus authentique parce que je vais dire, bah voilà, moi, Silou, je fais ça et en ce moment, bah voilà, c'est cette personne-là que je suis. C'est fini les ateliers de la renarde. Silou Vidou, il s'assume totalement sur son côté business aussi parce qu'il n'y a pas de problème avec ce business-là, il est très propre et voilà. Et je peux vous proposer ces services-là, etc. Et je vais vraiment tout verbaliser comme ça. Et là, c'est pas mon travail, mais c'est mon travail. Je sais pas si je suis très claire. Ouais, non, si je comprends. Oui, et puis bon, de toute façon, tu es qu'une en fait. Exactement. Voilà. Et donc, je trouve c'est vrai que c'est intéressant parce que oui, potentiellement, alors je sais pas jusqu'où tu vas aller dans le détail de ce que tu vas raconter sur ce nouveau template, enfin sur l'article qui va expliquer pourquoi tu changes de template WordPress. Enfin, je sais plus si WordPress quoi. C'est bon. Oui, c'est effectivement le cheminement et finalement peut-être que la plupart des personnes ça va pas leur parler quand tu vas leur parler de template WordPress, mais en même temps ça va leur permettre de te connaître un petit peu plus et de voir une autre facette de quelque chose et peut-être Mais c'est le cheminement qui est intéressant chez les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux autres, c'est leur parcours. Et en fait, quelqu'un qui n'en a rien à carrer effectivement de WordPress et de l'ergonomie et de tous ces trucs-là, il va certainement avoir un petit sourcil qui va se lever d'intérêt parce que je vais raconter mon mode de pensée. Et ce mode de pensée-là, il va être capable de s'appliquer à lui-même à d'autres projets. En disant ah mais ouais peut-être que faut faire confiance à son cerveau en fait. Le cerveau il est hyper capable de faire les connexions. C'est ça être créatif. Hein. C'est rien d'autre que ça. C'est pour ça que les gens qui me disent qu'ils sont pas créatifs, c'est des gros menteurs. Parce qu'en fait c'est comme si tu te fous devant un coffre et t'as toutes tes valises à foutre dedans. Ben, je peux te dire que tu mets tout le monde devant cette configuration-là, tout le monde va être créatif, tout le monde va faire sa Tetris, son petit agencement, etc. Et c'est ça, le mécanisme du cerveau, c'est exactement ce qu'il fait là, c'est la même chose qu'il fait pour la pâte à modeler. La créativité, c'est pas de la pâte à modeler. C'est pas juste faire 3-4 trucs avec ses mains. La créativité, c'est utiliser son cerveau pour faire des liens. Et ça, c'est valable pour tout. Évidemment qu'il y a une notion aussi de manuel, d'exutoire, mais c'est en fait une parente de la créativité. Et puis, comme tu dis, tout s'apprend. Donc, il y a un moment donné, même si je suis pas très bonne en dessin ou en peinture, en aquarelle, etc. Il y a beaucoup d'aquarellistes qui m'écoutent. Mais donc, si je suis pas très bonne à l'aquarelle, et elles le disent toutes d'ailleurs, c'est juste le travail en fait, le temps, l'expérience. Ah ouais, je dis ça à mes enfants tout le temps. Il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès arrive avant le mot travail. Sinon, c'est le travail en premier, toujours. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas un gros mot le travail. C'est une joie. C'est vraiment une joie de se dire, c'est sa vie intentionnelle, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et l'autre jour, ma fille qui m'a mouché un peu comme ça, j'ai une grande de 18 ans,
on parlait de ça, on disait, mais tu vois, c'est ça, je faisais justement tout mon petit speech là en disant, c'est quoi ton truc, toi t'as du temps, tu te rends pas compte, t'es ado, on se rend pas compte, mais on a un max de temps à cette période-là de notre vie, qu'est-ce que tu pourrais faire, le truc en plus où tu mettrais une petite énergie qui fait que quand on fera ton autobiographie dans Brut, il y aura une différence entre avant et après, pour l'année t'étais 18 ans, parce que... et elle me dit, mais en fait, moi j'ai fait déjà ça, j'ai fait pour l'anglais. Et j'ai dit comment ça? Et en fait, c'est vrai, Maëlle, elle est vraiment forte en anglais. Et elle n'a pas été en cours de plus que ça de ailleurs. Enfin, elle avait un parcours scolaire lambda. Et même quand on était en Chine, c'était pas forcément. Enfin, tu vois, elle n'avait pas de cours en anglais, c'était des cours en français. Voilà, il n'y a pas cette plus-value-là quand on a été dans un pays étranger, etc. Donc vraiment, elle a un parcours scolaire classique, on va dire, mais elle est extrêmement bonne. Pourquoi? Parce qu'elle met des efforts de fou là-dedans. Elle regarde vraiment des vidéos, mais tout le monde dit oui, tu regardes des vidéos sur Netflix, machin, tu vas voir, ça va te booster ton anglais. Oui. Pas que en fait. Si elle arrête la vidéo, elle va regarder le vocabulaire qu'elle n'a pas compris. Exactement. Elle se note son truc. Elle adore les accents. Alors nous, ils sont tous assez bons en anglais dans ma famille. Par contre, ils sont pas tous bons en accent. Ils parlent toujours un peu comme ça. Hein. Français. Voilà, exactement français. Et puis, c'est pas grave, on s'en fout. Mais elle, c'est pas du tout son truc. Elle veut avoir l'accent. Elle voudrait qu'on y croit, quoi, qu'elle est anglaise ou je sais pas trop quoi. Voilà. Et elle bosse vachement là-dessus. Et c'est vrai que elle a fait cet effort-là. Et c'est vrai qu'elle s'est réussie. Donc je dis bon, ok, on mettra ça dans Brut. Il faut que tu trouves d'autres trucs. Bon, elle a le temps de s'en trouver d'autres. Oui, je sais bien. C'était une réflexion comme ça. Ouais. Ok. Non, mais c'est rigolo. Ah ouais. Et il y a un truc aussi souvent, peut-être que les gens te disent, oui, mais j'ai pas le temps. Oh là là. Oui. Hein? Moi non plus, j'ai pas le temps. Mais d'ailleurs, non seulement ils me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils me le disent, mais comment tu fais toi? Non. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, à une époque, je dormais pas, c'était une bonne réponse. Maintenant, je vais arrêter. Parce que je bossais beaucoup à côté, et du coup, mes à côté étaient. Enfin, j'avais une vie salariée, donc du coup, tous mes à côté, c'était mes à côté. Je réduisais mon sommeil. Maintenant, je sais que c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, je fais des choix. J'ai vraiment une vie intentionnelle et ça importe pour moi, c'est-à-dire de me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. J'ai une réflexion là-dessus, tout comme je peux avoir cette réflexion sur mon couple, sur ma vie de maman, sur tout en fait, sur mes amitiés, sur qu'est-ce que je veux faire. Et je me pose cette question-là tout le temps, en fait. Et j'ai un bullet journal, et ce bullet journal est une assez bonne preuve de cette vie intentionnelle, c'est-à-dire que toutes les semaines, je me demande ce que je veux faire de cette semaine. Tous les mois, je me demande de ce que je veux faire de ce mois. Toutes les années, je me demande de ce que je veux faire de cette année, etc., etc. Et en fait, ça ruisselle forcément. Et ces intentions-là, elles me portent et elles sont pas toujours identiques. Elles peuvent changer. J'ai aucun souci avec ça. C'est pas une question de renoncer ou pas, je me bats pas la coupe parce que je n'y arrive pas, etc. C'est pas grave. La démarche qui m'intéresse, c'est de me questionner et de me dire qu'est-ce que je veux faire. Et à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, la question du temps, elle est répondue, comme dit l'autre. Ouais. Moi, je veux pas arriver à mes 95 ans et me dire, j'ai regardé Netflix. J'ai pas de jugement là-dessus. Je voudrais que ce soit hyper clair là-dessus. Je m'en fous complètement de comment les gens font leur vie et voilà, j'en ai rien à faire. Mais par contre, moi, je me fiche d'être cette personne-là qui aura regardé toutes les séries du monde, etc. Donc en fait, déjà, j'enlève totalement le temps de ces écrans-là. Ça gagne un peu du temps quand même. Parce que, voilà, je fais pas ça. Et quand je le fais, parce que parfois j'ai envie d'être un temps avec mon mari, que mon mari lui il aime bien, j'ai toujours un truc en parallèle à côté. C'est-à-dire que je vais broder, je vais avoir un petit quelque chose, ce que j'appelle moi des choses en temps caché. Il y a plein d'activités manuelles qui permettent de ce que j'appelle des activités manuelles Netflix que tu peux faire sans trop regarder ce que tu fais en fait. Donc ça va être la laine cardée, la broderie, il y a plein de choses où tu peux soit écouter le film sans trop l'écouter, soit bricoler sans trop regarder. Il y a des trucs que tu peux faire entre les deux. Je fais énormément de temps caché pour les podcasts, par exemple. C'est rare que dans ma journée,
Je n'écoute pas un podcast parce que c'est dès que je fais du sport, dès que je fais à manger, dès que je prends ma voiture, je mets un podcast. Et alors effectivement, là où j'ai perdu, c'est en temps de lecture. Je lis beaucoup moins, mais je m'enrichis autrement. Et voilà. Les podcasts, c'est déjà aussi une manière de s'enrichir. Ah, mais c'est totalement ça, c'est de l'audio. Pour moi, c'est du livre audio, et puis en plus, c'est des thématiques à chaque fois, et je vais pas vers la facilité, je vais pas toujours vers les trucs que j'aime bien. Par exemple, un podcast que j'aime bien, c'est celui de Vlan, parce que je sais jamais de quoi il va parler, et ça me va. J'aime bien cette idée-là. Bref, je réponds forcément à cette histoire du temps, en disant que le temps, il se prend, mais il se prend vraiment, en fait. C'est pas une blague. Il se prend vraiment. Il n'y a pas à tortiller, faut à un moment arrêter de se mentir, il se prend. Et puis il y a aussi une chose qui est clé chez moi, que j'ai pas toujours verbalisé comme ça parce que je sentais bien que j'étais un petit peu Han Solo sur le truc là. C'est je me priorise. Avant je disais je suis égoïste, mais en fait je suis pas du tout égoïste. Je suis vraiment pas du tout quelqu'un d'égoïste, mais je suis quelqu'un de égocentré dans le sens où justement cette vie intentionnelle, tout ce cheminement, toutes ces questions, je me demande toujours ce que je veux moi en priorité. Et ce que je veux moi en priorité, ça ne veut pas dire que c'est rien que pour ma gueule. Ce que je veux moi en priorité, ça peut être mes enfants, ma famille, les autres. Les autres peuvent être ce que je veux en priorité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, je me pose cette question. Et je me demande ce que je veux. Et si je veux pas aller faire le jeu de société avec les enfants, je le fais pas. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et quand je veux, je le veux. Et du coup, toutes mes intentions, elles sont honnêtes. Je ne me force pas à faire des trucs qui m'intéressent pas. Je suis capable de dire à mes enfants, forcément, ils ont été petits, ils sont toujours un peu petits d'ailleurs, mais ils vont venir et ils vont me demander. Et ben, je vais dire, ok, Siloé, parce que c'est la petite dernière, donc c'est plus mon actualité. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc elle va dire, bah moi je dois faire ça, ça, ça. Je dis, ok, je vais vraiment, je le verbalise avec elle comme ça. Je vais prendre ce temps-là avec toi pour faire cette activité parce que ça m'intéresse de le faire avec toi. J'aime bien cette idée de partager ce temps-là avec toi, ça me plaît. Par contre, j'ai aussi besoin de vivre ma vie. J'ai aussi besoin d'avancer sur mes projets professionnels. Et ça me demande aussi du temps et du calme. J'en ai besoin. Donc si tu veux bien, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure ensemble et on va faire ce projet-là. Et après, bah moi je vais faire le mien et j'aurai besoin que tu ne me déranges pas pendant cette période-là. Et ça marche très bien. Voilà. Donc on peut avoir 4 enfants et faire plein de projets personnels sans aucun souci. Il suffit juste de leur expliquer de manière intelligible, pas bétifiante, que y a un temps pour tout et que c'est pas contre eux, c'est pour moi. Oui, et que même avec 4 enfants, tu n'es pas qu'une maman. Ah non, tellement pas. Ah non, parfois même, j'en parle même pas. Quand les gens me demandent de me présenter, j'en parle même pas que des enfants. Voilà. C'est pas clé, quoi. C'est bien d'avoir des enfants, ou c'est bien ni pas bien, enfin on s'en fout, quoi. C'est ma réalité, disons. Ne pas avoir d'enfants, et c'est très bien aussi, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ce que j'ai envie, c'est de transmettre des choses moi en tant que moi, quoi. Donc dans moi, il y a les enfants, les maris, plein de trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien parce que des fois, ça peut être aussi un cliché. C'est la mère de famille de 4 enfants, donc un peu famille nombreuse quand même, où tu te dis, elle est entièrement dévouée à ses enfants et à sa famille, quoi. Je suis entièrement dévouée, enfin, je veux dire dans le sens, je les aime très fort et je fais des tonnes de choses pour eux. Je pense que mon blog est rempli de choses, de témoignages en ce genre, de choses que je fais pour eux. Il n'y a aucun souci. Mais tu t'es pas oublié entre-temps. Ah tellement pas. Mais en fait, c'est bizarre même de ce que je fais. Par exemple, à tous les anniversaires, je leur prépare une surprise. Et donc c'est pour eux, je m'interroge de ce qu'ils aiment en ce moment, quel est leur truc, et j'essaie de faire quelque chose qui soit vraiment représentatif de leur anniversaire, de qui ils sont à ce moment-là. Et c'est pour eux, enfin je veux dire, mais c'est pour moi aussi. Enfin je veux dire, j'adore être cette personne-là. J'adore être cette personne qui réfléchit, qui fait des surprises, etc. C'est ça l'humain que j'ai envie d'être. Donc je le fais pour eux, mais je le fais en priorité pour moi. Parce que même s'ils n'aimaient pas, je le ferais quand même. En fait, sauf qu'ils aiment bien ça. Bon, qui n'aiment pas les surprises, mais quand même, je le ferai pour eux. Ah, je ferai pas des choses contre eux horribles. On est bien d'accord. Mais c'est du bon sens, quoi. C'est ça l'humanité en vrai. C'est ça ce bon sens-là. C'est ça la permaculture humaine, c'est attentif à soi
attentif aux autres. Et il n'y a pas tout de moment où tu essayes de faire cette petite équilibre-là, voilà, tout va bien. Hein. Et mes gamins, ils me disent pas t'es jamais là, ou t'es toujours là. Ou tu travailles trop. Ou tu travailles trop, je sais pas quoi. Pourtant, je suis à la maison. Hein. Donc, ça pourrait être... Mais j'ai mon lieu. Je leur ai dit, quand je suis assise sur cette table-là, je n'existe pas, c'est une table magique. Elle me rend transparente. Et il n'y a aucun problème, quoi. Ils ont compris ça, et voilà. Bon, après, ils sont pas cons, hein, ils sont grands aussi, hein, parce que donc entre 10 et 20 ans, ils sont capables aussi d'intégrer ça. Et si j'avais des 1 an, 2 ans, je m'organiserais autrement. Je les ai eus, hein, et j'ai fait plein de trucs quand même. Donc là, tu donnes le temps au moment au gamin, quand il vient le gamin, là, tu vas pas lui faire son truc en disant bon maman travaille, là je suis la grappe, ça marche pas ça. Donc tu fais l'inverse, hein, tu te concentres sur lui quand il est éveillé. Et ensuite, tu l'assommes et il dort, et quand il dort. non, voilà, le temps, tu le trouves, vraiment. Il n'y a pas de souci. Et puis, si à une période de ta vie, tu fais moins de choses parce que tu as un gamin qui le réclame, c'est pas grave. On a une vie, hein. C'est long, une vie. Oui, on espère qu'elle est longue. Oui, oui. Voilà, c'est l'idée, quoi, tu vois. C'est pas... Il y a un temps pour tout, et si c'est le temps du bébé, c'est le temps du bébé, c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Et alors, si là on reparle un peu de loisirs créatifs purs et durs, c'est quoi les projets que tu as adoré faire, par exemple? Je sais pas, si tu devais en choisir 3, en retenir 3. C'est très compliqué de choisir, mais je vais tenter parce qu'en fait, c'est pas compliqué dans le sens, il y a plein de choses que j'aime, mais moi, ce que j'aime, c'est tester en fait. Je veux pas être une artisane. Merde, comment on dit au féminin? Une artisane? Je sais pas. Je veux pas être quelqu'un spécialiste parce que ça m'intéresse pas de perfectionner mes gestes et de devenir pro en telle ou telle matière. J'ai pas de plaisir à ça. Mon plaisir à moi, c'est d'apprendre. Je suis vraiment je suis une apprenante et j'adore ça. Et j'ai aucun problème à être nulle au début. Ça me pose vraiment. J'ai même fait des articles où j'ai publié mes échecs nullissimes parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, j'ai fait des trucs et j'ai publié de A à Z comment je me suis plantée. Aucun problème. Et donc moi, j'ai pas envie d'être forte en un truc, etc. Sauf qu'à force de faire plein de choses, forcément, on devient fort. Les gens me disent oui, mais t'es vraiment doué en tout. Je suis pas doué en tout. Je fais tellement tout qu'à un moment, tes compétences, le niveau de base que tu as, il est forcément supérieur parce que ce que tu as appris à un truc t'aide à faire l'autre truc. Ouais, c'est ça. Tout se nourrit, mais je suis d'accord. Oui, c'est assez logique. Donc du coup, il y a des choses que je commence et je suis forcément meilleure que une autre personne qui commencerait parce que j'ai développé d'autres compétences ailleurs qui sont déjà, elles, assez puissantes. Donc voilà, ça c'est pour répondre au truc et vraiment en dire que j'ai pas envie de me spécialiser du tout. Alors par contre, les choses que j'adore travailler, en ce moment, la broderie parce que c'est fastoche. La broderie, c'est un truc que je peux faire partout, tout le temps. C'est un peu tout terrain, la broderie. Et voilà, ça me plaît. Alors que j'aime moins la couture, tu vois. La couture, je peux faire des projets, des trucs comme ça, mais j'ai moins d'appétence pour ce truc-là. J'adore tout ce qui est laine cardée parce que c'est quelque chose qui me permet de modeler et puis qui est un trait dans un peu, le mot c'est exutoire, je sais pas. C'est un petit geste un peu répétitif, un peu vaudou de planter l'aiguille là comme ça, qui fait du bien hein, quand même, on peut se le dire. Et puis voilà, ça entre pas mal de, ça combine plusieurs choses qui me plaisent. Donc le modelage. Tu sculptes de la laine, ça te plaît. Le geste fastoche répétitif qui demande rien et qui donc est une activité Netflix, ça en est bien. Et puis le côté un peu chouchou et qu'on voit pas partout, donc ça me plaît. Et j'aime bien aussi, et là je voudrais le faire certainement plus, c'est travailler le fil de fer. D'accord. Ça, ouais, j'ai fait 2-3 stages là-dessus et il y a des choses qui me plaisent bien et j'aimerais bien monter en compétence pour le coup là-dedans. C'est quelque chose qui me plaît. Mais en vrai, les gens pour lesquels les gens viennent me voir, etc., c'est pas pour une activité, etc. Ils viennent me voir pour la créativité en général et pour l'énergie. Si les articles qui sont le plus lus et appréciés et commentés, c'est tout justement ces articles sur les surprises que je fais aux gens, sur les anniversaires pour mes gamins qui sont toujours
un peu XXL parce que j'aime bien. Voilà, c'est un temps que j'offre à mes enfants et que je m'offre à moi-même et j'adore ça. Donc voilà, c'est ma spécialité en fait, c'est l'énergie créative. Je crois qu'on pourrait dire ça. Ça serait une bonne conclusion, mais j'ai encore 2-3 questions. Mais l'énergie créative, ouais. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et il y a des mots comme ça que tu as répété plusieurs fois que je trouve vraiment, tu vois, la vie intentionnelle et la permaculture humaine. Ça me parle beaucoup, ouais. Bah, c'est chouette, j'adore. Ouais. J'adore arroser cette petite graine là chez les autres. Et c'est vraiment, et tu vois, c'est ça que quand je dis ça, quand je dis que je suis slasheuse, c'est parce que toutes ces thématiques-là, je vais les réutiliser partout. C'est-à-dire autant en tant que coach, qu'en tant que créatrice, qu'en tant qu'animatrice d'atelier pour les petits, pour les grands. Tout ça, c'est à une seule personne, comme tu le disais. Tout ça, c'est mon tout. Et c'est plus cohérent de dire que je suis Siloubidouille et pas X et X identité. Et donc de dire que je suis slasheuse parce que mon job, c'est tous ces jobs-là. Ouais. C'est mon identité et mes valeurs, quoi, parce que ça va de pair. Et alors, quand même, pour conclure, c'est quoi ce dont tu es le plus fier aujourd'hui? C'est de cette vie intentionnelle, clairement. C'est le fait que je sois pas du tout en pilotage automatique. Et je me rends compte que je l'ai rarement été pour plein de raisons dans ma vie personnelle, où j'ai dû me poser des questions assez tôt. Et en fait, j'adore ça. C'était quelque chose que je faisais de manière très instinctive au début. Et maintenant, c'est très normé, enfin pas normé, mais très ancré en fait. Et je me pose toujours la question de qu'est-ce que je veux moi. Et cette vie intentionnelle, j'ai l'impression que c'est clé parce que c'est ça qui fait que quand j'aurai 95 ans, j'espère, je serai contente parce que j'aurais fait peut-être pas les meilleurs choix, ça j'en sais rien, mais que des choix qui, au moment où je les ai pris, étaient ceux qu'il fallait à ce moment-là. Après, peut-être je me suis plantée, c'est sûr, mais c'est pas grave. Une bonne décision, elle est valable au moment où tu la prends, hein, elle n'est pas valable 250 ans plus tard. Hein. Donc voilà, moi c'est juste l'idée de ne pas être en pilote automatique et vraiment de me poser des questions pour savoir qu'est-ce que je veux faire de mon petit passage sur cette planète. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a une question aussi, peut-être un peu d'âge. Bon, à un moment donné, on réfléchit. Oui, c'est sûr. Ouais. On vieillit, ma bonne dame, on vieillit. Voilà, ça. On se rapproche de la fin et on se dit quand même, qu'est-ce que ça valait le coup tout ça ou pas? Ouais, mais si ton objectif c'est d'aller jusqu'à 95, toi finalement il reste plus de la moitié, quoi. Donc, c'est vrai. J'ai 43 ans pour les gens qui se demandent depuis tout à l'heure à quel âge vous aviez, dame. Ouais. Non, mais on a encore non, de temps. Même si on n'en a pas, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai vécu cette vie intentionnelle, je peux arrêter aujourd'hui, demain, etc. J'aurais fait quand même le job. Mon intention, voilà, c'est pas d'avoir fait un truc à 70 ans, c'est de faire ce que je peux maintenant. Ouais, c'est ça. Et d'être acteur de sa vie, quoi. Exactement. Vraiment, se poser des questions, ne pas être passif, ne pas être en pilotage automatique. Ça, c'est le pire, je trouve. Ne pas réfléchir. Et pour moi, et je réinsiste sur cette histoire de Netflix parce que c'est l'image la plus facile, mais ça pourrait être plein d'autres choses que Netflix. Hein. Ça pourrait être... je vais terminer ma phrase déjà de Netflix. Pour moi, Netflix, c'est le pilotage automatique parce que tu te poses pas la question, tu t'es fatigué, tu vas sur ton canapé et puis tu t'enchaînes le truc. Et ton cerveau, il est pas vraiment au contrôle, quoi. Mais il y a plein de choses que tu fais qui est de l'ordre de l'habitude. C'est-à-dire que justement, faire tout ce que tu fais tout le temps sans te dire attends, c'est ça que je veux, est-ce que c'est cette maman là que j'ai envie d'être, est-ce que c'est cette femme là que j'ai envie d'être, est-ce que c'est avec ce mec là ou cette fille là que j'ai envie d'être, je sais pas, enfin se poser des questions, est-ce que c'est le boulot que je veux faire, et puis prendre le train quand il arrive, quoi. C'est-à-dire si tu as d'autres possibilités, se les créer, si tu n'es pas contente d'une situation, comment tu peux réfléchir en disant ok, je vais pas pouvoir techniquement peut-être faire un on-off, c'est compliqué, donc je prévois de changer, mais je vais me donner toutes les étapes, je vais détailler toutes les étapes qui vont arriver jusqu'à ce changement. Et voilà. D'ailleurs, le mec du bullet journal, il raconte ça très bien. Si vous avez un livre à lire éventuellement, c'est justement le livre du bullet journal du mec qui l'a inventé là. Voilà, il dit très bien ça, c'est-à-dire que lui, il était malheureux dans son boulot et il fallait qu'il change. Et en fait, il s'est dit voilà, pour changer, il me faut quoi?
certaines sources de revenus, certaines compétences, certaines je sais pas trop quoi, et il a mis en branle le processus pour arriver à un moment claquer la porte à cette société où il était avec une patronne maltraitante et pour faire autre chose de sa vie, quoi. Et c'est en créant ça, en faisant justement, on va dire le dispatch de toutes ces étapes, qu'il a créé son bullet journal. En essayant justement de séparer. C'est comme si tu disais je vais apprendre le piano et que sur ton bullet journal tu mettais apprendre le piano. Ça c'est con. Voilà. Bah non, quand tu vas apprendre le piano, tu vas réfléchir à te dire est-ce que je suis capable d'avoir un piano dans ma maison? Est-ce que je suis capable d'avoir un professeur? Quel temps je dispose? Pourquoi apprendre le piano? Qu'est-ce que je veux apprendre? Sur quel piano? Enfin bref, il y a des tas de questions à répondre avant de se dire je vais apprendre le piano. Et puis après, il faut se laisser du temps et on finit toujours par y arriver en arrosant la graine piano. Voilà. La fameuse graine. Qui va piano bassano, c'est ça, c'est le moment de faire la fin. Ok, bon bah super. Bah, écoute, merci beaucoup Cécile. C'était une chouette conversation. Effectivement, souvent, je suis jamais déçue en fait des conversations que j'ai avec les créatrices et on retrouve vraiment la même énergie, la même chose que sur les comptes Insta en fait. Et donc Insta, tu sais, on dit c'est toujours il y a rien de plus maîtrisé, tout ça, parce que c'est vraiment toi qui choisis ce que tu publies. Mais en même temps, c'est quand même, il y a quand même une grande porte ouverte à l'authenticité et juste à la vraie vie, quoi. Moi, je dis, Insta, c'est un outil. Tu peux pas avoir de jugement sur un marteau. Un marteau, c'est un marteau. Et après, comme c'est un outil, bah, qu'est-ce que tu en fais? Tu peux, avec ton marteau, construire ta maison ou casser des crânes. Bah, ça dépend ce que tu veux en faire. C'est toujours pareil. Bah, Instagram, c'est la même chose. C'est ni bien ni mal, c'est un outil. Donc, si Instagram, tel que tu l'as en ce moment, te fait du mal, ben, fais du nettoyage, utilise l'outil autrement. Moi, quand je vais sur Instagram, mais c'est les bisounours, hein. J'ai que des trucs qui me plaisent, je regarde que du contenu qui m'intéresse, je l'utilise un peu comme Pinterest. En plus, moi, je ne m'abonne pas tellement à des gens, mais plutôt à des hashtags. C'est très inspirant, c'est très les valeurs que j'adore. Quand je vais écrire sur Instagram, c'est toujours un moment de plaisir. Je me pose, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, faire mon truc. Non, il y a vraiment beaucoup de joie à ça. Et donc voilà, c'est un outil et je l'utilise de façon à ce que cet outil me serve. Et il faut faire tout le temps la même chose. Si cet outil vous sert pas ou vous déplaît, bah, soit vous changez le réglage, soit vous virez l'outil. C'est ça. Donc merci beaucoup Cécile. On te retrouve sur Instagram, sur ton compte Siloubidouille et puis évidemment sur ton blog. On n'oublie pas les blogs. Hein. Ah non, c'est très important, c'est son chez soi. Là, on est chez les autres, chez Instagram et machin, alors que sur son blog, c'est vraiment sa petite maison, c'est trop bien. Ouais, où on arrose ses graines. Exactement, bravo. Je vais faire une armée de jardiniers, je te vas voir. Carmacole. Exactement. Toi, c'était super chouette et puis prends soin de toi et fais donc grandir tes graines et celle-ci déjà du podcast, elle est vraiment super chouette, donc bravo à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. À très vite, Cécile. Me revoici, merci pour votre écoute. Peut-être que cette conversation vous aura inspiré pour arroser les bonnes graines, vous me direz. On peut se retrouver pour en parler sur Instagram ou sur mon site podcastfemain.fr. Bien entendu, allez suivre Cécile sur son compte Siloubidouille, sur Insta également ou sur son blog siloubidouille.com. Je vous invite également à découvrir les autres épisodes si vous venez de nous rejoindre. Il y a de fortes chances que vous trouviez un épisode avec une créatrice que vous appréciez. Vous pouvez écouter les épisodes sur votre appli de podcast préféré, sur YouTube ou sur podcastfemain.fr. Et depuis quelques jours, j'ai un compte sur Tipeee. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, vous pouvez le faire directement sur Tipeee. Le plus simple, c'est d'aller sur podcastfemain.fr et vous aurez le lien direct vers le compte Tipeee. On se retrouve vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de créer un petit peu tous les jours et à bientôt.